Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. À Kigali, le président français, Emmanuel Macron, a insisté sur la responsabilité accablante de la France dans le génocide au Rwanda, sans pour autant reconnaître sa culpabilité, et en formuler les excuses tant attendues. En fait, ce jeudi 27 mai, Emmanuel Macron a tenu un discours hautement symbolique au cours duquel il a reconnu la responsabilité accablante de la France dans le génocide au Rwanda. Mais comment peut-on être responsable du génocide et ne pas être coupable? De qui se moque-t-on? Que cache réellement la visite d'Emmanuel Macron au Rwanda? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bondakani et d'autres analystes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Rwanda, Macron en campagne de corruption politique de l'élite génocidaire, c'est notre grande interrogation de ce vendredi 28 mai de l'an de grâce 2021. La question du rôle de la France avant, pendant et après le génocide des Tutsis du Rwanda a été un sujet brûlant pendant des années et a même conduit à la rupture des relations diplomatiques entre Paris et Kigali entre 2006 et 2009. En visite au Rwanda pour soi-disant achever la normalisation des relations entre Paris et Kigali, Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité accablante, entre guillemets, de la France dans le génocide de 1994 lors d'un discours très attendu au mémorial du génocide où sont inhumés les restes de plus de 250 000 hommes qui ont péri lors du génocide. Génocide, il faut dire précisément, que l'ONU avait déclaré qu'il y a eu 800 000 morts. Mais le Rwanda, jusqu'à preuve du contraire, déclare haut et fort qu'il y a eu 1 200 000 morts. Emmanuel Macron est allé au Rwanda reconnaître, toujours entre guillemets, les responsabilités de la France dans le génocide qui, entre avril et juillet 1994, avait fait plus de 800 000 morts, essentiellement au sein de la minorité Tutsi, dans un discours prononcé hier jeudi 27 mai au mémorial du génocide à Kigali. Ce terme qui a fait le tour du monde après que la France ait parlé du génocide, d'ailleurs a fait rigoler plusieurs Africains, responsables mais pas coupables. En tout cas, c'est ce qu'avait déclaré Emmanuel Macron et son gouvernement lorsqu'il faut le préciser, ils avaient eu un rapport sur le génocide au Rwanda de 1994. De qui se moque-t-on? Comment peut-on être responsable d'une situation et ne pas être coupable? Nous savons tous que celui qui est responsable est forcément coupable. La France n'a pas été complice, mais elle a fait trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité, a-t-il déclaré dans ce discours. Je me reprends, il a dit « La France n'a pas été complice, mais elle a fait trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité », a déclaré Emmanuel Macron. En voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les alertes les plus lucides d'observateurs, la France a endossé une responsabilité accablante dans un engrenage qui a abouti au pire, alors même qu'elle cherchait précisément à l'éviter, a poursuivi Emmanuel Macron. Si vous étiez au courant justement de la situation, comment est-ce que vous avez fait pour l'éviter, puisque la situation qui a prévalu plus tard, c'est qu'il y a eu des morts. 800 000 morts selon l'ONU, 1 200 000 morts selon, il faut le dire, les autorités rwandaises. Qu'est-ce que vous avez donc évité? En tout cas, ce sont les propos d'Emmanuel Macron. Donc Macron parle pour ses prédécesseurs, dont il ne connaissait pas les sentiments, sauf s'il a eu le don d'ubiquité d'être à plusieurs endroits à la fois, et surtout d'être là en 1994, 1992 d'ailleurs, où les événements commencent à parvenir d'ailleurs aux autorités françaises. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice en nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges, a ajouté Emmanuel Macron. Donc finalement, il faut rattraper ceux qui étaient devant. Mais pendant ce temps, ceux qui animaient justement cette opération contre les Tutsis, où en est-on avec eux? Qui va les juger? Finalement, la France est juge et partie en même temps. Ce parcours de connaissance à travers nos dettes, nos dons, nous offre l'espoir de sortir de cette nuit et de cheminer à nouveau ensemble. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent être pardonnés. Nous faire le don alors de nous pardonner, a conclu Emmanuel Macron. Donc finalement, Emmanuel Macron nous dit qu'il faut que la France soit pardonnée, elle qui a déclaré haut et fort qu'elle était
il faut le dire comme ça, responsable, mais pas coupable. Au-delà de cela, eh bien, Emmanuel Macron veut une reconnaissance à travers des dettes, à travers des dons, pour s'offrir l'espoir de voir justement le peuple rwandais lui pardonner. Alors, pardonner à la France. Rappelons que Paul Kagame n'a pas accueilli Emmanuel Macron au bas de la passerelle. Une réponse du berger à la bergère. Kagame n'a reproduit et copié que ce qui lui avait été fait, justement du côté de Paris, il y a quelques semaines. Mais que faisait Emmanuel Macron au Rwanda? Que cache la visite du président français et surtout le président des Français au Rwanda et en Afrique du Sud? Mais personne n'est sans ignorer que l'armée rwandaise est en appui des soldats centrafricains et russes dans la lutte de la récupération du territoire centrafricain entre les mains des terroristes. La France aujourd'hui souffle le chaud et le froid et perd du terrain sur le théâtre des opérations. Aux dernières nouvelles, il faut le préciser, de mardi dernier, la Russie, les FACA, les soldats rwandais et les autres forces africaines ont déjà récupéré plus de 80% du territoire centrafricain. Hier encore, ils ont délogé des terroristes qui sont encore entrés un peu plus dans la brousse. La France est donc aux abois et demande au Rwanda le retrait de ses troupes en République centrafricaine. La France est donc obligée de passer par la flatterie en faisant semblant de demander pardon au peuple rwandais pour espérer un miracle. Et oui, le Rwanda a toujours accusé la France d'être responsable du génocide de 1994 et lui avait ordonné, il faut le dire comme ça, de s'excuser. Que nenni, la France avait fait tôt de mettre à la tête de l'OIF une Rwandaise, Louise Mushikiwabo, oui, alors que le Rwanda avait abandonné le français comme sa langue, il faut le dire, officielle. La France s'en sortira-t-elle dans ce jeu trouble ou trouvera-t-elle l'appui sud-africain pour continuer sa sale besogne sur le continent? L'histoire est en marche et la fin, il faut le dire, n'est pas très loin. Voilà pourquoi nous nous interrogeons ce matin. Rwanda, Macron en campagne de corruption politique de l'élite génocidaire, c'est notre grande interrogation. Président Bandakani, que cache aujourd'hui la visite d'Emmanuel Macron au Rwanda? Lui qui a fait un discours hier, eh bien, fait semblant de demander pardon. Lui qui déclare que la France est responsable, mais pas coupable, du génocide rwandais de 1994. Il faut inscrire les actes de M. Macron dans tout le cycle qui a été concocté pour répondre au panafricanisme. Tous les services secrets français, les parlementaires français, et je vous le dis ce matin encore, les Illuminati, c'est-à-dire les familles, les 13 familles, un consensus se fait autour de leur table, à savoir que la menace la plus dangereuse, la plus grave sur leurs intérêts en Afrique s'appelle le panafricanisme. Il a été arrêté que on ne peut pas discuter avec des gens comme nous, parce que nous sommes des extrémistes, des radicaux. Par contre, il faut nous ôter les arguments qui rendent nos thèses populaires en Afrique et même dans le monde. Avant de passer à l'autre stratégie, qui est de nous éliminer physiquement. Donc, c'est pour ça que depuis un bon, M. Macron a engagé un cycle d'action. Et d'ailleurs, ces aides africains, ceux qui l'aident, les Africains qui l'aident, la Chine, BMB, tous ces gens-là, ont rappelé ça pour justifier pourquoi ils vont travailler avec lui, pourquoi ils sont avec lui. On nous balance comme ça sur le visage la restitution de nos objets d'art. Les gens sont quand même courageux. Hein. Ils appellent ça la restitution de nos objets d'art. La saison de l'Afrique qui est organisée à Paris, c'est quand même terrible. Tu rappelles comment à l'époque de l'esclavage, on exposait la marchandise noire. Aux enchères, on l'exposait. M. Macron a pris des mesures. Vous savez qu'en France, bientôt, les langues africaines vont être enseignées en France. On va enseigner les langues africaines dans le programme scolaire français. Il faut le dire. Et un ensemble de célébrations vont être institutionnalisées en France chaque année pour l'Afrique.
Entre autres, vous avez donc la liquidation de franc CFA, et vous avez vu la manière dont ça a été fait. Ouais. Le génie de M. Macron, son génie, avec son collègue Ouattara, un autre génie, a abouti au Wacron, qu'on appelle ECO. Une catastrophe qui ne marche pas, mais le Parlement français l'a reconnu. Et vous avez justement cette affaire du dossier rwandais. Donc il ne faut pas isoler ça. C'est-à-dire que c'est un cycle d'action qui a été concocté justement pour casser le panafricanisme. C'est bien de rappeler ça. Alors il fait quoi? Il est allé à quoi? Bon, c'est une dynamique, comme je vous ai dit, une fois qu'on a dit ça, vous êtes là au parachèvement, en ce qui concerne le Rwanda, le dossier rwandais, d'une dynamique, n'est-ce pas, qui s'inscrit dans ce que je viens de décrire. Oui. Évidemment, Macron, les entreprises françaises veulent démarcher. Et le Rwanda est un grand débouché pour les entreprises. Et les entreprises françaises, ce qu'on appelle investisseurs français, cherchent des débouchés au Rwanda. C'est ça. En plus de cette raison, l'autre raison maintenant, de fond, qu'on ne dit pas, il est question de protéger les véritables planificateurs du génocide rwandais. Vous savez qui c'est? Vous allez nous le dire. Je vais étonner les gens ce matin. Ceux qui ont planifié le génocide des Juifs sont tous derrière le génocide rwandais. Ce sont les patrons de Macron. C'est grave ce que je dis, non? Oui. Leur génie, c'est quoi? C'est qu'on ne voit jamais leur visage quand ils tuent. On ne voit jamais leur visage. Ils réussissent toujours à faire porter. C'est Hitler qu'on a mis devant. Il ne faut pas le dédouaner, Hitler. Hitler, c'est un être abominable. Il ne faut pas le dédouaner. Mais Hitler était que quoi? Hitler était l'exécuteur des planificateurs invisibles, parmi lesquels vous aviez beaucoup de Juifs. Monsieur Gauss, des Juifs. Personne ne connaît leur visage. Ils ont réussi à se cacher. On a mis tout sur Hitler. Moi, je vous dis ce matin que ce sont eux qui sont derrière, justement, le génocide rwandais. Et quand les mêmes crimes se répètent et ont les mêmes auteurs, il faut comprendre réellement quelles sont les véritables motivations. On va le faire ce matin. Je vais le faire ce matin. Oui. Donc, vous voyez, ça dit que... Et le rapport qui a été fait, vous allez comprendre pourquoi ils ont voulu ça. Le rapport qui a été fait, à la suite d'autres rapports et des missions parlementaires, monsieur, il s'appelle qui Vincent Duclerc. Duclerc, merci. Monsieur Duclerc, sa méthodologie pose problème et indique quel est le projet qu'il y a derrière ce rapport. Oui. C'est bien de consulter on dit qu'il a consulté toutes les archives existantes. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Mais vous allez voir très bien que comment on peut faire un rapport sur le Rwanda, même s'il s'agit d'un rapport français, mon cher Gauss, sans impliquer les archives de l'ONU sur la question, sans impliquer tous les documents, n'est-ce pas, liés à l'action américaine, des États-Unis, sans impliquer, par exemple, le travail d'une dame comme Carla Del Ponte, avec tout ce que ça avait, elle a subi à l'époque sur la question. Quand elle a, vous connaissez ses propos de l'époque, qui l'ont amené même, n'est-ce pas, c'est qu'elle perd ses responsabilités à l'époque. Oui. Vous connaissez Carla Del Ponte, non, cette femme-là, Oui. à l'époque. Donc, c'est une juge, n'est-ce pas, en France, une juge française, qui à l'époque, à un moment donné, avait ce dossier en main. Vous avez tout ce qui est lié à l'enquête de M. Jean-Louis Bruguière, même s'il faut tenir compte du fait qu'à l'époque, beaucoup de témoins que M. Bruguière avait sollicités s'étaient rétractés. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est de savoir pourquoi, n'est-ce pas, ceux qui détiennent les preuves, sur l'assassinat du président rwandais de l'époque, élément déclencheur du génocide, Habyarimana, se taisent. Or, vous savez aujourd'hui que les militaires français sont arrivés sur les lieux, dès que sa mort a été annoncée, les militaires français étaient sur les lieux. Pourquoi justement on ne les interroge pas? Pourquoi on fait l'impasse sur les éléments, n'est-ce pas, que ces militaires français peuvent mettre à disposition? Par exemple, donc on voit que la méthodologie de ce rapport indique, vous savez qu'il n'y a pas de science neutre. Hein, pas du tout. Sauf pour les naïfs. La science n'est jamais neutre, sauf pour les naïfs. Indique les objectifs, n'est-ce pas, du rapport. Le plus grave, quand M. Macron veut lancer ce rapport, je vais lire.
Écoutez ce qu'il dit. Conformément à l'engagement que j'avais pris le 24 mai 2018, lors de ma rencontre avec le président Paul Kagame à Paris, je tiens à ce que le génocide des Tutsis prenne toute sa place dans notre mémoire collective. Donc, la conclusion a été écrite avant que les historiens se mettent au travail. Puisque la base, c'est quoi? C'est que c'est un accord entre lui et Paul Kagame. Cet accord, c'est quoi? C'est un peu qu'un accord politique, monsieur, pour rester poli. Oui. Or, les accords politiques ont pour premier attribut de chasser la vérité historique, de chasser la science, la vérité scientifique. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas qu'on parle, on dise que non, il va raconter n'importe quoi ici. Nous donnons des éléments précis sur la table. Donc, ça, c'est au niveau de la méthodologie du rapport. Maintenant, revenons même encore maintenant sur le fait que Macron lui-même, hier au Rwanda, a clos le débat. Vous avez rappelé certains éléments. Oui. Mais moi, je veux aller plus loin. Monsieur Ngos, la conclusion choc du rapport, c'est quoi? C'est que la France est lourdement responsable, mais pas complice du génocide. Le mot complice du génocide. Vous savez pourquoi? La patrie des Lumières ne doit pas être salie. Vous ne pouvez pas être une patrie des Lumières et vous génocider. C'est impensable. Deuxièmement, sur le plan de la vieille tradition de la criminalité occidentale, il faut que les Africains soient toujours accablés. Il faut que, dans tout ce qui se passe, on démontre toujours que ce sont des sauvages. Et que ce qu'ils savent faire depuis la nuit des temps, c'est de s'entretuer. Oui. Donc, la France est lourdement responsable. Mais ce sont les Africains qui se sont tués à la machette. C'est ce que les parlementaires avaient dit à l'époque. À la machette. Donc, pas complice du génocide. Mais c'est ça qu'on va démontrer. Maintenant, il faut démontrer comment cette position est intenable à tout point de vue. Et qu'une fois de plus, pour ceux qui tardent encore à comprendre, n'est-ce pas, voilà encore la stature de celui que vous appelez le président de la France. Voilà ce qu'il vaut en termes de moralité, en termes de contenance politique. C'est-à-dire, il n'y a même pas de mots pour qualifier ça. Mon cher Ngos, comment le président français peut dire que la France s'est tenue de fait du côté des génocidaires? Ce sont ces mots. En français, les mots ont un sens. Oui. Il dit que la France s'est tenue de fait du côté des génocidaires. Oui. Mais, docteur Nouma est ici. Est-ce qu'il y a plus grand aveu que ça? C'est-à-dire que, oui, elle voulait bloquer un crime, oui, elle voulait empêcher le génocide. Comment on peut en même temps dire une chose au contraire? Je vais empêcher le génocide en me tenant tout près des génocidaires. Mais qu'est-ce qu'il y a dans tout près des génocidaires? On va décrire ça. 1. La tête pensante de la politique française au Rwanda entre 1990 et 1994 s'appelle François Mitterrand. C'est un rapport qui dit, hein, il occupait quelle fonction? Président de la République française, oui. C'est-à-dire que la tête pensante de la politique française au Rwanda était l'homme le plus élevé de la France. Celui qui avait en charge la politique étrangère de la France, en toute souveraineté. Donc, M. Mitterrand, avec tous ses conseillers, dont les plus envieux à l'époque étaient M. Delay et Bruno Quesno, chef d'état-major particulier du président. Donc, M. Mitterrand, le rapport reconnaît que M. Mitterrand, c'est lui qui a planifié, c'est lui qui a pensé. Or, c'était quoi cette politique? Soutien total au régime d'Abiyarimana. Je dis bien soutien total sur le plan politique. Mitterrand a armé Abiyarimana. Il a passé le temps à l'armer. Et pourquoi il armait? Pourquoi on a les armes au régime d'Abiyarimana? Pour justement affronter les Tutsis de Paul Kagame. Donc, il armait en toute connaissance de cause. Il armait le régime Abiyarimana parce que justement il estimait que les Tutsis, parlons comme ça, n'est-ce pas, le FPR était pour lui le danger le plus absolu au Rwanda. Au nom de la politique française des Grands Lacs. Parce que la France, avec sa politique française des Grands Lacs, oui. On voit bien que c'est une démarche politique consciente du président. Mais c'est même moins grave. Vous avez, justement, l'obsession qu'il y avait à Paris concernant le FPR. Christian Quesno, chef d'état-major particulier, je l'ai cité, et Bruno Delay, conseiller Afrique de l'Élysée, étaient des architectes de la diabolisation du FPR pour imposer quoi? Une lecture ethniciste de la crise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mitterrand disait que, de fait, si les Tutsis arrivent au pouvoir,
ce serait la dictature d'une minorité ethnique sur la majorité. Entre guillemets, les Hutus. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, quand on commence déjà à avoir une telle lecture d'une situation comme ce qui prévalait à l'époque au Rwanda, comment on peut dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait? Comment on peut dire après que on est seulement responsable, on n'est pas complice? Et on n'est pas responsable. C'est-à-dire que lorsque, à un si haut niveau de l'État français, on arrive à ce genre de conclusion, à dire, on ferme les yeux sur tout ce que le régime d'Habyarimana faisait. Dans le même rapport, on dit que c'était un régime raciste. Écoutez bien, hein, même rapport, que c'est un régime raciste, corrompu et criminel. C'est écrit dans le rapport-là. Mais comment on peut admettre que c'est un régime raciste, corrompu et criminel et avoir ce genre de thèse au sommet de l'État français? Du racisme au génocide, il faut combien de kilomètres? Il ne faut même pas des kilomètres. Il ne faut même pas des mètres. Il ne faut même pas des centimètres. La distance est très minime, quasi inexistante. Mon cher Goff, l'écartement de voix dissonantes, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'est le rapport qui dit ça, hein, c'est pas moi, le rapport même qui dit ça, pour montrer comment c'est mot des Africains. À l'époque, il y a des voix dissonantes dans le gouvernement français qui disent au président français, c'est pas bon, c'est dangereux. Vous avez la voix de Pierre Jox, à l'époque ministre, en 93, la Défense, qui dit non, monsieur le président, il faut réévaluer l'armement qu'on donne au Rwanda, au régime. Pierre Jox, il est ministre. Il n'est pas le seul. Vous avez un officier de haut rang. Permettez-moi, parce que c'est vraiment grave. Il faut qu'on dise des choses avec les preuves, mon cher Goff. Et je me suis documenté en venant ici ce matin. Permettez. Voilà, vous avez, dès octobre 90, mon cher Goff, merci, j'ai retrouvé Dieu merci, soit plus de 3 ans avant le génocide, l'attaché de défense français à Kigali, le colonel René Gallieni, met en garde M. François Mitterrand sur la possibilité d'une élimination physique de centaines de milliers de Tutsis. Mais il y a plus grave encore. La Direction générale des services extérieurs alerte en 1993 M. Mitterrand sur la responsabilité directe du président rwandais dans les massacres de Tutsis. Toutes ces voix-là ont été mises de côté par le haut commandement français et le président de la France. On me dit qu'il ne savait pas. Vous avez les pratiques d'officine. C'est le rapport qui dit ça. Hein? C'est quoi une pratique d'officine? Ce sont des pratiques qui n'ont rien à voir avec la légalité. Ce sont des pratiques informelles qui remplacent la légalité. Et au niveau du Rwanda, qu'est-ce qui s'est passé? Le rapport lui-même dit que, en plus des dérives institutionnelles, il y avait des pratiques d'irrégularité administrative assumées, oui. Des chaînes parallèles de commandement et de communication, des contournements des règles d'engagement et de procédures légales, mais il y a plus grave, des actes d'intimidation et d'entreprise d'éviction de responsables et d'agents qui, écoutez bien, ne partageaient pas ce qui était en train de vouloir être fait. Monsieur Goff, comment à partir de tout ça, M. Macron peut venir nous dire, je ne parle pas de l'opération turquoise, qui est arrivée très tard, turquoise. C'est-à-dire la France va à l'ONU comme d'habitude, reçoit le mandat de l'ONU, soit disant pour des raisons humanitaires, et lance l'opération turquoise. Donc, elle aurait pu l'obtenir avant. Mais pourquoi l'opération turquoise vient 4 mois après que les éléments de génocide soient déclenchés? Et on connaît la suite, ce couloir humanitaire, chacun sait à quoi ça a servi. Mais il y a plus grave à la fin. Refus d'arrêter les génocidaires. Vous avez un général comme le général Foucade, qui appelle le président français, qui appelle le haut commandement français, pour leur dire que j'ai sous la main au moins 5 génocidaires, les voici ici. Plus grave encore, la DGS est toujours localise précisément où ils sont. Le général dit, j'attends les ordres pour les arrêter. Eh bien, il ne recevra jamais d'autres. Au contraire, on va les sécuriser. Écoutez bien, c'est-à-dire, vous refusez d'arrêter les génocidaires. Et plus tard, on va dire, non, la France va dire carrément, à l'ONU que non, c'était pas dans notre rôle, c'était la mission des Nations Unies. Mais plus grave encore, quand Paul Kagame prend le pouvoir, Paris dit que non. Les conditions, c'est-à-dire que
il n'y a pas les conditions n'étaient pas réunies pour qu'il y ait un bon procès les concernant. Et les droits de la défense ne devaient pas être assurés. Donc, des aveux clairs que nous avons laissé fuir les génocidaires, nous les avons protégés, nous avons refusé de les arrêter. Monsieur Ngo, dites-moi alors, quand on déroule tout ça, comment quelqu'un de sensé, quelqu'un qu'on prétend être intelligent, vous êtes le même philosophe, c'est Macron, n'est-ce pas, peut venir vous dire que non, la France est responsable de manière accablante, mais n'est pas compris du génocide. C'est quoi d'ailleurs être responsable de manière accablante? Non, on peut être responsable sans être coupable. Et ne pas être coupable. Non, oui, ça peut arriver. Je peux être patron d'une entreprise, je ne suis pas coupable directement d'un acte, ce n'est pas mon agent. Ça peut arriver. Mais dans le cas d'espèce, tous les éléments montrent que Macron raconte des histoires, il se moque des Africains. Il raconte des histoires. Tout établit que la France n'est pas seulement complice, la France est co-actrice du génocide. La France est co-actrice du génocide au Rwanda. C'est de cela qu'il s'agit. Mais je vous ai dit, il ne peut pas franchir ce pas parce que, il y a des lobbies en France qui attendent qu'il prononce le mot fatal. Tous les hommes politiques français qui, à l'époque, qui ont passé dans cette affaire sont vivants. Les Juppé, tous ces gars-là sont là. Il y a tout un lobby en France. Macron sait très bien qu'il ne peut pas. Et deuxièmement, ce n'est pas sa mission. Sa mission est de se moquer des Africains. Une fois de plus, en démontrant que, M. Gaulle, les Africains ne savent que faire ce qu'ils font depuis la nuit du temps, s'entretuer avec des machettes. Et que si on nous laisse, nous allons nous auto-exterminer. Il n'y aura plus un Africain sur Terre. Donc il faut toujours qu'il y ait les Blancs, n'est-ce pas, qui soient là, n'est-ce pas, officiellement des États occidentaux qui soient là pour empêcher de le faire. Je termine, je chute. Nous devons avoir une lecture panafricaniste cette affaire. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une affaire rwando-française. Quand vous avez près d'1,5 million morts dans un continent, sur la base d'un génocide comme celui-ci, ce n'est pas une affaire franco-rwandaise. Ce n'est pas une affaire franco-américano-rwandaise, mon cher gosse. Même pas l'ONU. C'est l'humanité qui est engagée ici. C'est un défi d'honneur pour toute l'Afrique. La vérité doit être connue sur cette affaire. La vérité doit être connue sur toute l'affaire. Elle ne viendra pas le peuple Kagame. On ne peut pas être juge et parti. Il ne faut pas dire plus. Il est président. Il ne faut pas dire plus. Je dis que ça ne viendra pas de lui pour Kagame. Et ce monsieur, je vous ai toujours dit, ce président, moi je m'en méfie. Il n'est pas un modèle pour moi. Pour la simple raison que tout n'est pas permis en politique. Marcher sur 1,7 million pour le pouvoir, moi, Balakale, pour moi, je ne peux pas l'accepter. Mais deuxièmement, accepter d'être un agent américain. L'accepter parce que tous ces gars ont été formés aux États-Unis. Kagame était un agent de la CIA, le président rwandais. Le dit, ce n'est pas l'insulter. Je l'apporte des faits historiques incontestables, mon cher gosse. Dit qu'on va jouer ce rôle, mais surtout accepter de jouer ce rôle en détruisant un pays comme la RDC. Pour piller ce pays, s'enrichir à titre personnel et faire plaisir aux Illuminati, pour moi, inacceptable. Ça veut donc dire quoi? Vous voyez donc que l'alliance Macron-Kagame n'est pas au hasard, mon cher Gaud. Ce n'est pas un hasard. Vous voyez une fois de plus que les fratères se retrouvent à un niveau très élevé, parce que là-dedans, vous avez les fratères de petit niveau, hein. De petit niveau. Mais là, les fratères de haut niveau se retrouvent, se partagent les rôles pour maintenir la domination de leur maître sur le continent. Au niveau des Grands Lacs, cette ressource-là, parce que quand on parle du Congo, RDC, ça vous rappelle la conférence de Berlin, non? Oui. Vous vous rappelez? Et tout ce qui est autour de cette conférence, ce n'est pas eux qui tiennent ce pays aujourd'hui. C'est toujours eux. C'est pas eux qui le tiennent. On voit que tout ça, c'est donc pour protéger ces gens-là, pour qu'on ne les voit pas. Donc vous voyez que le dossier, ça c'est mon franchi une étape. Toute la vérité reste à faire sur le Rwanda. Et le document existe. Et il y a un journaliste camerounais qui a fait un travail excellent, Charles Onana. Il faut lire ses bouquins pour plus que lui. Et il y a des tonnes de livres qui existent. Vous avez des journalistes français qui ont fait des... Il a d'ailleurs eu pas mal de problèmes, Charles Onana, à cause de cette histoire. Hein. Il y a tellement de documents. Vous avez tellement de choses. Ça n'a même pas commencé encore. Nous sommes heureux qu'ils aient fini leur cinéma. Et que ça n'a abouti à rien. Et que ça aboutit plutôt à nous convaincre que l'affaire est trop sérieuse pour qu'on laisse ça au président Kagame et à un jupitérien, n'est-ce pas? Et que c'est maintenant que l'affaire commence. C'est maintenant que l'Afrique doit se lever, n'est-ce pas? Pour que la vérité soit faite, n'est-ce pas? Sur ce génocide, n'est-ce pas? Qui est l'une des tâches les plus noires, n'est-ce pas? Que l'humanité ait connue. Est-ce que vous savez qu'en termes de rendement, quand on fait un génocide, on planifie les rendements qu'on attend par jour.
C'est-à-dire qu'on tuait par jour 5 fois plus de Rwandais que des Juifs dans les camps nazis. Est-ce que vous le savez? Donc, vous avez une affaire qui est même plus grave que le génocide des Juifs. Et justement, une affaire plus grave que le génocide de Juifs. Docteur Jean-René Douma, je vais me tourner vers vous. Jusqu'à preuve de contraire, sur le continent africain, ce rapprochement entre Paul Kagame et Emmanuel Macron, il faut le dire, ne plaît pas à bon nombre d'Africains parce que pour eux, c'est encore une autre occasion d'aller chercher, il faut le dire comme ça, un appui pour déloger, il faut le dire ainsi, il faut le dire, l'armée rwandaise du côté de la République centrafricaine où elle est engagée contre les terroristes. La thématique de ce matin est d'une importance surexistentielle parce que quand nous parlons de plus d'1 million de morts, oui. 1 200 000 selon les autorités rwandaises. 800 000 morts selon les Nations Unies. Le président Mbandakani a été tellement profond, tellement prolixe, comme il en a l'habitude d'ailleurs, que même ceux qui ne comprenaient pas le fond de cette macabre histoire, merci, ont certainement compris ce matin que c'est tellement complexe, c'est compliqué, et qu'il y a forcément la phase théâtrale que nous avons vécue, et puis le côté jardin. Alors, c'est clair que nous parlons quand même d'un génocide, c'est-à-dire des morts, et que ça touche forcément de millions de familles, rwandaises, de familles africaines. Et est-ce que les gens ont pu faire le deuil? Est-ce qu'on a pu faire le deuil de ces millions de morts? Je pense que non. Vous avez évoqué la rupture des relations diplomatiques qui a eu lieu manifestement entre la France et le Rwanda pendant un certain nombre d'années, pendant 3 ans, et les relations qui ont commencé à reprendre petit à petit. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas toujours d'ambassadeur de France au Rwanda. Donc, nous sommes jusque-là, où nous avons été jusqu'à hier, peut-être avant-hier, dans une situation où les gens en avaient marre, c'est-à-dire penser à ces génocides, ceux qui ont perdu des membres de la famille, avec toutes les conséquences qui en découlent. Je pense qu'ils se sentaient beaucoup plus mal jusqu'à avant-hier que lorsqu'ils ont écouté le discours ou les discours du président Macron et ensuite évidemment du président Paul Kagame. Lorsque moi j'ai écouté le président Macron, j'avoue que j'ai eu l'impression qu'il est sincère dans sa démarche. Celle qui consiste d'abord, pour ma part, à mettre sur la table une question qui a été occultée pendant des décennies, à la remettre à l'ordre du jour et à prendre le courage de pouvoir faire en sorte que un acte comme celui qui a été posé hier fasse en sorte qu'il y ait une espèce d'apaisement. Vraiment une espèce d'apaisement. Je vais être prudent. Et lorsque j'ai écouté quelques réactions, évidemment, on avait des gens qui se disaient oui, être responsable, c'est déjà quand même reconnaître en partie qu'on a... c'est déjà présenté même d'une certaine manière ses excuses, puisque il a évoqué, il a souligné qu'on ne demande, on n'exige pas un pardon, mais en même temps, je pense que rhétoriquement, il a essayé de demander au peuple rwandais et par là même au peuple africain de pardonner la France. Lorsque je l'ai dit, cet acte qui pour moi a créé un peu
d'apaisement et qui, évidemment, a entraîné le président Macron à faire des promesses, n'est-ce pas, pour la suite, parce qu'en anglais, on va dire « what next ». Il a posé cet acte-là pour... J'ai même eu l'impression qu'au début de son discours, il a dit « cher frère », je ne sais pas s'il est bien suivi ou pas, mais au moins le président Kagame, j'ai suivi qu'il a dit « mon ami ». Quand il parlait, il s'adressait au président Macron, il a dit « mon ami ». Donc, la question pour moi ici, à ce stade précis, c'est que après avoir posé un certain nombre d'actes hier et avant-hier, qu'est-ce qui va en suivre? Le Rwanda, Monsieur Steve, président Troisa, vous le savez, c'est sur le plan économique, c'est quand même une puissance économique en Afrique. C'est-à-dire que ce positionnement, on ne peut pas le contester parce que vous avez sur pratiquement une décennie un taux de croissance de 7% par an consolidé. Et lorsque on arrive au Rwanda, pour ceux qui y vont de temps en temps, on sent qu'il y a une dynamique de développement qui est soutenue apparemment par un fonds que le président Kagame a mis en place pour pouvoir financer de grands projets. Vu sous cet angle-là, il y a une émulation économique qui ne peut pas laisser la France totalement indifférente. Maintenant, est-ce que l'intérêt de la France au niveau du Rwanda serait l'intérêt du Rwanda à travers la présence française? Parce qu'il y a eu des promesses, des investissements de plus de 500 millions d'euros, il y a eu d'autres promesses, mais lorsque vous avez évoqué la dette et puis les dons, évidemment, on revient encore là dans le concept de dette qui est un concept vide, c'est-à-dire qu'on crée le vide et puis on vous fait combler ce vide-là à travers vos matières premières, à travers votre travail, à travers votre expertise. Et donc, la France, dans cette posture, n'est toujours pas prête à pouvoir véritablement financer un projet digne de ce nom en Afrique. C'est de monter les mécanismes qui font en sorte que on fasse tourner la planche à billets sur rien, sur la base de rien, et puis après on vous fait combler ce vide-là par vos matières premières et d'autres éléments. Et c'est d'ailleurs dans le même ordre d'idée qu'il a parlé de la financiarisation des économies africaines. C'est-à-dire que comme avec l'avènement du Covid, j'ai fait une discrétion là, beaucoup d'États africains seront plus endettés encore, puisque n'étant pas capables de tourner la planche à billets, d'une part, ou alors de pouvoir soutenir la création monétaire d'autre part. Il est question ici de faire en sorte que ces dettes colossales, n'est-ce pas, puissent être converties en matières premières, en droit, même sur un certain nombre de questions qui sont foncières et immobilières sur le continent africain. Alors ça, c'est l'élément qui est circonscrit au niveau du Rwanda en termes de, je vais dire, une espèce de puissance économique au niveau de l'Afrique. Mais quand on fait une lecture, on va dire géostratégique et géopolitique, le Rwanda a un certain nombre de pays limitrophes, y compris dont la République démocratique du Congo. Dont la République démocratique du Congo. Dans laquelle elle puise quand même ses richesses, hein, docteur Jean-René Douma. Tout à fait, tout à fait. Et qui ne fait pas plaisir d'ailleurs à d'autres Africains. Puisqu'elle joue le jeu trouble, justement, du côté de la République démocratique du Congo. Tout à fait, tout à fait. Il y a un jeu trouble, ça c'est incontestable. Maintenant, si je vois par exemple le Burundi qui n'a pas toujours eu de bonnes relations de voisinage avec le Rwanda et qui aujourd'hui tend beaucoup plus vers une assistance sécuritaire grâce à la Russie et même grâce à la Chine. Je pense que cette présence-là au niveau du Burundi, qui est un pays très proche du Rwanda, ne laisse pas la France indifférente, totalement indifférente. Parce que je pense que la France a pour objectif de pouvoir avoir véritablement une emprise sur le Rwanda. Et je vais revenir là-dessus
en parlant du président Paul Kagame lui-même. Nous avons déjà évoqué, vous l'avez dit, avec beaucoup de dextérité dans votre chapeau, nous avons évoqué déjà la présence avec beaucoup de performances, la présence de la Russie, par exemple en RCA, oui, avec le travail qui est en train d'être abattu là-bas, évidemment en partenariat avec l'armée rwandaise. La France est en train de perdre. Et les autres forces africaines également. Voilà, les FACA. Donc, et là, la France est véritablement en train de perdre du terrain. Et ça aussi, aller au Rwanda, évidemment, ces questions-là ont été certainement discutées avec le président Kagame pour voir dans quelle mesure la France doit fragiliser l'intervention du Rwanda au niveau, par exemple, de la RCA. Nous avons le Mali qui est en train également d'échapper, entre guillemets, un peu au contrôle français, parce que jusque-là, nous avons vu que ce qui a été mené comme action depuis des décennies n'a abouti qu'à la misère, n'a abouti qu'au pillage, n'a abouti qu'au mensonge. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, on peut étendre au niveau du Tchad, où également la France a des difficultés à pouvoir tenir ses engagements. Je dis ses engagements parce que l'accord qui a été passé au niveau du Conseil militaire de transition, oui, n'a pas été respecté par ceux qui ont été érigés au pouvoir en termes de président et premier ministre. Et évidemment, le non-respect de ces accords-là est connu par la France, c'est clair. Et on arrive à une situation où, évidemment, il fallait que le vice-président, qui en réalité a permis que ceux qui étaient là puissent gérer la transition, frappe de la main sur la table pour demander qu'on respecte ces accords. Et donc, toujours des éléments qui font que on met en place des règles, on met en place un cadre, mais dans l'opérationnalisation, on fait tout pour éviter, n'est-ce pas, ce qui a été convenu, parce que les vrais objectifs sont des objectifs masqués. Donc, vous savez qu'il y a eu au moins une ou deux tentatives de coup d'État en Guinée équatoriale qui ont été déjouées. Déjouées, justement. Cette lecture-là doit permettre, n'est-ce pas, à nos téléspectateurs de savoir que lorsque le président Macron décide d'engager, on va dire, une réconciliation avec le Rwanda, mais beaucoup plus avec le président. Ce n'est pas pour rien, en tout cas. Ce n'est pas pour rien. Oui. Les enjeux sont colossaux et évidemment, le président Macron, étant toujours employé des 13 familles, des Illuminatis, ne peut pas aller au Rwanda comme quelqu'un qui va venir faire ce qui va à l'encontre de ce que ces Illuminatis veulent. Ils veulent l'Afrique sans les Africains. Et ça a été démontré, c'est dans des documents. Et donc, ce que le président Macron fait doit être pris avec beaucoup de réserve. Vous vous souvenez que avant l'assassinat du président Kadhafi, il avait été invité en France par le Nicolas Sarkozy à l'époque. Oui. Et il a été reçu en grande pompe, etc. Mais quelques semaines après, et ça n'a pas empêché qu'on l'assassine, que le président Sarkozy ordonne qu'on le bombarde, etc. Donc, c'est pour dire qu'il faut que le président Paul Kagame, pour qui moi j'ai quand même, contrairement à ce que président le président Madakani a dit. Le président Madakani est plutôt prudent. Hein? Oui. Donc, pour lui, jusqu'à preuve de contraire, il ne le voit pas d'un bon oeil. Voilà. Donc, il est comme bon nombre d'Africains qui pensent également que Paul Kagame ne joue pas un bon rôle sur le continent africain. Oui, sur le plan géopolitique, il a certainement... On démontre. Tout à l'heure, je vais démontrer pourquoi. C'est même pas la prudence. D'accord. Il ne peut pas être un modèle sur le plan politique pour les Africains. Je vais démontrer pourquoi, mais je respecte ce que vous dites. Parce que vous le dites avec les arguments aussi. Oui. Donc, moi, je dis que j'ai plutôt de la sympathie pour sa gouvernance, oui, sa façon de piloter
le Rwanda, on voit comment le pays change, comment le pays se développe, comment les choses évoluent. Et ça, moi, j'apprécie. Et j'interpelle donc le président Paul Kagame, pour qui j'ai également la conviction qu'il joue un rôle important en Afrique. Et puis cette démarche même du président Macron, elle n'est pas innocente. Pourquoi forcément le président Kagame et pourquoi en ce moment précis? Donc il faut que le président Kagame soit, qu'il soit très prudent, parce qu'une chose est certaine, ce qui est en train d'être préparé ne se prépare pas pour le bien du Rwanda. Et là, je suis convaincu que ce n'est pas pour le bien du Rwanda, parce que les éléments montrent qu'il y a une persistance des faits qui, au-delà de la responsabilité de la France, devrait établir une certaine culpabilité de la France, même si on n'en est pas encore là. Ce n'est qu'un procès qui est encore à ses débuts. Donc, nous allons rester vigilants, nous allons rester éveillés pour que, évidemment, le président Paul Kagame, sur qui l'Afrique compte, pour qu'on se libère et qu'on se libère davantage. Et là, je vais sortir par là. Dans les discours du président Macron, à un niveau, il a parlé de partenariat. Je voulais qu'il ajoute partenariat gagnant-gagnant, mais il s'est arrêté à partenariat comme toujours. Quand il s'agit de l'Afrique, ça ne peut pas être... Ne vous inquiétez surtout pas, ça ne va jamais arriver. Partenariat gagnant-gagnant. Encore avec la France? Parce qu'ils sont nombreux les téléspectateurs qui vont poser la question. En tout cas, on va revenir à vous, Albert Anatola, ici. On ne va pas également oublier que tout à l'heure, le docteur Jean-René Dumont parlait de dons. Il faut dire, voici les propos de Macron. Ce parcours de reconnaissance à travers nos dettes, nos dons, nous offre l'espoir de sortir de cette nuit et de cheminer à nouveau ensemble. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner, nous faire le don alors de nous pardonner. Ce sont les propos d'Emmanuel Macron. Pourquoi Emmanuel Macron va au Rwanda? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se cache derrière la visite d'Emmanuel Macron du côté du Rwanda? Et sans oublier qu'il sera justement ce matin en Afrique du Sud. Oui, vous savez, cette thématique m'inspire beaucoup d'éléments d'analyse. Je vais essayer de les structurer. Mais avant tout, je voudrais situer justement la visite de M. Macron à Kigali dans son contexte. Oui. Dans le triple contexte justement de l'officialisation du fameux rapport Vincent Duclerc sur le génocide du Rwanda, détuti entre 1990 et 1994. L'autre contexte porte naturellement sur le fait que M. Macron est en train, j'allais dire, de lorgner un second mandat du côté de la France. Donc, il est finalement en pleine campagne électorale. Il est en pré-campagne déjà. Et il commence sur le continent? Bien évidemment, puisqu'il pense que le continent africain va lui permettre de reprendre du poids de la bête au niveau des sondages, qui sont une catastrophe de ce côté-là, parce qu'il s'agit de sa personne. Et vous voyez qu'il s'appuie justement sur le levier, soit africain, c'est-à-dire de la diaspora africaine, oui, soit des Français d'origine africaine. Et naturellement, le grand laboratoire de cette perfidie, et naturellement, c'est le Conseil présidentiel pour l'Afrique, le CPA que vous connaissez parfaitement. Ce sont donc ces Africains-là qui, comme ça, élaborent toute cette perfidie que vous voyez, dont vous voyez le déroulé. C'est eux qui le conseillent aujourd'hui de venir sur le continent africain pour essayer de caresser dans le sens du poil les Français. Ils sont payés pour ça, ils ont signé des contrats pour ça, oui, ils ont prêté serment pour ça. Ils sont là pour ça. Prêter serment pour allégeance à la France? Non, pour trahir justement le continent africain. C'est ça qu'il s'agit. La plupart, je vous le dis, si vous lisez justement la structuration du Conseil financier pour l'Afrique, la plupart sont soit des Africains, oui, soit des Français d'origine africaine. Donc c'est important de le préciser. Donc, et dans la même foulée, vous avez son fameux sommet qui est programmé, qui est annoncé pour le mois d'octobre prochain du côté de Montpellier. Renvoyé pour octobre, hein, prévu pour juillet, mais renvoyé pour octobre. Non, oui, naturellement. Donc, ça fait partie des éléments
qui rentre dans son casting de pré-campagne électorale. Ça, c'est le second, le second élément que je mets dans le contexte. Le troisième élément que je voudrais également mettre dans le contexte, c'est bien évidemment d'essayer de reconquérir les espaces ou d'autres espaces sur le continent africain, parce que justement, Paris est en train de perdre pied dans certains espaces sur le continent africain. Donc il est question d'engager une sorte d'offensive diplomatique, je veux dire diplomatico-économique et politique, oui, dans d'autres espaces du continent africain. Donc désormais, il va donc l'Orient. D'abord, il va lorgner les pays lusophones, anglophones, arabophones, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un peu cela, ça fait partie de son agenda. Il a annoncé en 2020, dans son interview qui a apparu à Jeune Afrique, vous souvenez-vous. Quand j'ai mis cela, quand j'ai dit cela, lorsque j'ai parlé du contexte, par contre, le prétexte me pose un problème. Le prétexte me pose un problème parce que, dans ces éléments de langage, vous avez tout à l'heure convoqué certains éléments. Lorsque vous êtes responsable, pour revenir d'abord sur le fait les propos, oui, sur le fait historique du génocide de Tutsi, si vous êtes responsable, quelque part, il y a au moins soit une responsabilité civile ou pénale. Dans ces éléments de langage que j'ai également eu à suivre, il dit que les auteurs du génocide rwandais, non, la France va continuer de poursuivre les auteurs du génocide rwandais qui sont en France. Ce qui suppose donc que la plupart de ces auteurs qui jusqu'ici ont fait l'objet de poursuites judiciaires, soit à Kigali ou du côté de Paris, ne sont que des Rwandais d'origine, ne sont que des Rwandais. On met donc de côté les auteurs, les co-auteurs ou, j'allais dire, les planificateurs de ces génocides, oui, qui pour certains sont encore en vie et qui ont une nationalité française. Je parle en son temps, il y avait un certain Bernard Kouchner qui doit encore être en vie. Il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant parce que lorsque nous savons, lorsque la logistique militaire de Paris est déployée quelque part, nous savons bien évidemment qu'il y a les grandes oreilles qui sont mises en branle pour être au fait de tout ce qui se passe aux alentours. Donc, Paris, à travers les éléments de langage de Macron, ne peut pas prétendre que la France n'a pas une responsabilité judiciaire. Oui. Non, je dis juridique dans ce milieu génocide. Il veut seulement se limiter sur les éléments politiques. Non, c'est trop facile ça. C'est trop facile. Et il s'agit d'un génocide de plus sur le continent africain. Souvenez-vous dans le cadre, n'est-ce pas, dans le contexte des luttes d'indépendance dans certains pays africains, notamment dans mon pays comme le Cameroun, il y a eu des génocides planifiés, exécutés, directement soit par Paris, soit par ces relais locaux. Dans le contexte camerounais, nous le savons. Donc je pense qu'il ne faut pas que ce soit Paris qui sorte les archives pour justement éclairer ces crimes sur le continent africain. Moi, je pense que nous avons des historiens qui doivent faire ce travail-là et de manière plus objective et plus sérieuse. Je ne crois pas, hier, je pense que c'est le président Panakin qui le disait, comment un criminel peut juger ses propres crimes? C'est contradictoire. Mais finalement, la France est justement ce criminel qui juge ses propres crimes. Non, c'est pas possible. Ça... Si je prends par exemple l'élément de langage d'Emmanuel Macron, il déclare, je cite, que la France, lui, Emmanuel Macron, est venu reconnaître les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, tout en précisant qu'il n'a pas été complice. Je veux dire que la France n'a pas été complice. Aux Africains et aux Rwandais, ce que nous savons déjà. Oui. Il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Si vous dites, si la France vous dit aujourd'hui que le franc CFA, c'est une monnaie qui crée pour les Africains, qu'est-ce qu'il apporte comme élément nouveau? Aucun élément nouveau. Il vient tout simplement dire ce que nous disons déjà, ce que nous savons déjà. Donc il n'y a aucun élément nouveau, il vient faire du populisme tout simplement. C'est du populisme qu'il est en train de faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, et ça manque de sincérité, cette affaire-là. Donc c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Ça manque de sincérité, il n'y a rien de sérieux là-dedans. Tout à l'heure,
le président Banakani, lorsqu'il évoquait le fameux rapport du clerc, de la commission du clerc, a convoqué cet nombre d'éléments scientifiques. Qui n'ont pas été retenus. Vous ne pouvez pas faire un rapport sur la mort des millions d'âmes qui auraient pu être sauvées sans impliquer un certain nombre d'acteurs, soit oculaires, soit auditifs, soit directs ou indirects, dans le fait qui a conduit à ce génocide. Ça ne fait pas sérieux du tout. Et parmi ces éléments-là, parmi ces acteurs, il y a aussi Kagame quand même. Donc vous ne pouvez pas. Et puis nous attendons justement un rapport contradictoire parce que le Rwanda nous a promis ce rapport-là. Mais j'ai le sentiment que hier, c'était une affaire entre hommes politiques, c'est-à-dire M. Macron a fait son populisme, et puis Paul Kagame a dit oui, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. Paul Kagame, il faut quand même dire. Est-ce que Paul Kagame peut sortir justement ce rapport du Rwanda pendant qu'il est encore au pouvoir aujourd'hui? Il en a l'obligation. Il en a l'obligation. Alors que lui-même est concerné par ce génocide? J'ai dit qu'il en a l'obligation. Je dis bien, il en a l'obligation. Et là, je convoque, comme je le disais tantôt, la responsabilité des hommes politiques rwandais, oui, la responsabilité de la classe intellectuelle rwandaise, c'est-à-dire les universitaires, les chercheurs, les historiens, tout ce que vous voulez. J'interpelle la responsabilité même de l'appareil judiciaire rwandais. C'est important. Parce que ces familles qui ont été décimées ont non seulement une descendance qui a survécu, mais il y a quand même quelque chose. C'est-à-dire que c'était des citoyens rwandais. C'était des enfants du Rwanda. Donc, ce n'est pas une situation qui peut passer en fait et au profit, justement, de ce que je peux appeler des intérêts économiques, les intérêts commerciaux, les intérêts politiques. On ne peut pas mettre une vie humaine au même niveau que les intérêts économiques, au même niveau que les intérêts diplomatiques, au même niveau que les intérêts commerciaux. Du tout. Parce que Macron va au Rwanda pour d'abord les intérêts diplomatiques. Lui-même, il a dit qu'il est question, il vient au Rwanda pour renouer, n'est-ce pas, des relations économiques, commerciales et diplomatiques. C'est ce qu'il a dit. Donc, alors, lorsque j'ai dit cela, ça veut dire qu'en fait, sur les tombes des millions de Rwandais, lui vient faire les affaires. Il vient ouvrir, n'est-ce pas, le centre culturel français qui était fermé depuis, je crois, 2014. Il vient, il a le projet d'ouverture, de réouverture de l'ambassade de France dans quelques jours. Il veut s'engager dans une relation, dans un partenariat économique avec le Rwanda, un partenariat économique et commercial. Donc, sur la tombe des millions de Rwandais, moi je trouve cela moralement très indécent. Je pense que, et là je suis d'accord avec une partie des Rwandais qui pensaient et qui continuent de croire que M. Macron devait officiellement présenter les excuses d'abord, même si ce ne sont pas des véritables excuses, parce que nous savons que ces gens-là, ils ont là... Apparemment, la France ne pense pas aux excuses, Albert Anatola, ici. Non, je pense même si, même comme ils ont là... C'est le jeu de mots qui s'est fait hier du côté de Kigali. Ils ont là de l'hypocrisie. Non, je veux dire qu'il n'est pas sérieux. Il n'est pas sincère du tout. Il ne peut pas dire... Lorsque vous convoquez les faits, les éléments factuels liés à ce génocide rwandais, vous allez constater que la plupart des auteurs qui ont été poursuivis jusqu'ici ne sont que des Rwandais. Mais vous ne pouvez pas me dire et me convaincre qu'il n'y avait pas des éléments extérieurs que les Rwandais dans cette affaire et qui ne devraient pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Et où étaient passés les services secrets rwandais de cette époque? Je vous dis, ils étaient au courant de tout. C'est oui. Pour ça qu'au premier chef également, le premier Rwandais actuel, sa responsabilité est engagée. Il faut qu'il dise la vérité à ses concitoyens. Il leur doit cela. C'est très important. Parce que donner l'impression que seulement Paris qui devait faire quelque chose et qu'il ne s'est rien passé au Rwanda autant pour moi, c'est passer à côté d'un plat. Donc je crois aujourd'hui que, pour revenir à la thématique, M. Macron justement, il fait feu de tout bois. Il y a quand même quelque chose de paradoxal, j'allais dire contradictoire. À savoir, vous avez le Rwanda qui de manière officielle a décidé d'utiliser, n'est-ce pas, l'anglais comme langue officielle
n'est-ce pas? Mais vous avez une citoyenne rwandaise, c'est-à-dire Louise Mushikiwabo, qui est désormais, n'est-ce pas, à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et il faut quand même se dire que cette affaire-là est une rampe pour Paris qui entretient le néocolonialisme. C'est important. L'OIF constitue une rampe très importante pour le maintien du néocolonialisme sur le continent africain. Cette rampe qui est supposée être un instrument de démocratie, du respect des droits de l'homme, du respect des droits humains, d'équité de justice, qui est supposé être, n'est-ce pas, un relais culturel, c'est-à-dire d'aliénation culturelle encore, parce que c'est ça qu'il s'agit, parce qu'il s'agit en fait, puisqu'il est question qu'on dit aujourd'hui qu'il y a 300 millions de locuteurs qui parlent la langue française, dont l'objectif d'aller à 800 millions de locuteurs d'ici 2050, c'est-à-dire sur le continent africain. C'est ça qu'il s'agit. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour chuter, il faut comprendre une chose. Ce sont les panafricanistes qui doivent régler cette question. Les panafricanistes qui sont aujourd'hui ciblés? Je dis, ils ne vont pas tous les tuer dans tous les cas. Ils vont tuer certains, mais ils ne vont pas tous les tuer. Il y en a qui vont prendre leur responsabilité, justement, de convoquer l'histoire afin que jaillisse la véritable vérité et établir les responsabilités. Et établir les responsabilités. Moi, je vais retenir également quelques mots, toujours du langage d'Emmanuel Macron. Cette visite parle du futur, pas du passé. La France et le Rwanda vont beaucoup améliorer leurs relations au bénéfice de nos peuples économiquement, politiquement et dans le domaine de la culture. Non, là, ça me pose quand même un problème. C'est lui qui le dit. Non, ça me pose un problème. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, oui, lorsqu'il faisait allégeance à la mémoire de M. Bonaparte, qu'est-ce qu'il dit, M. Macron? Il est plutôt optimiste, Emmanuel Macron. Non, il dit, parce que là également, je voudrais quand même également convoquer l'un de ces éléments de langage. Oui. Lorsqu'il fait allégeance à la mémoire de M. Bonaparte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'on ne peut pas juger le passé avec les lois du présent. N'est-ce pas? Mais hier, il a bien dit que cette visite, oui, parle du futur, oui, pas du passé. Non. Point. Non. Il n'est pas sérieux là. Et je l'ai dit tout à l'heure qu'il n'est pas du tout sérieux, il n'est pas sincère. Souvenez-vous également que dans son interview de novembre 2020, lorsqu'on lui parle de la colonisation et des méfaits de la colonisation, il dit qu'on ne peut pas tout le temps regarder l'avenir dans le passé. C'est ça, non? Oui, c'est ce qu'il a déclaré. C'est pas normal. Je crois que là, nous avons un problème avec Merlin L'Enchanteur. Finalement, on se retrouve dans une escroquerie intellectuelle. Albert Alatola ici. Nous avons un problème avec Merlin L'Enchanteur. Merlin L'Enchanteur, eh bien, il ne faut pas également oublier. Vous parlez de Merlin L'Enchanteur. Bon, c'est lui qui avait déclaré dès le départ, pendant il faut le dire comme ça, pendant la campagne. Il nous parle là maintenant de la poudre de perlimpinpin. Il faut bien qu'on le lui rappelle tout de suite, finalement. Président Banakani, Macron voyage un peu trop sur le continent africain. C'est la remarque faite par les Africains. Ces derniers temps-ci, apparemment, il voyage un peu trop. Il est sur le sol africain depuis un bon bout de temps déjà. Beaucoup calculent et comptent que ça fait déjà 27 voyages sur le continent africain. Est-ce parce que les relations entre la France et l'Afrique sont au rouge ou parce que Emmanuel Macron veut, il faut le dire comme ça, soigner son image? Il y a de tout ça. Il y a les problèmes de campagne en France. Ici, a bien fait, toi a bien fait de le souligner. Et il flatte l'électorat, pardon comme ça, franco-africain. Oui. Pardon comme ça, pour ne pas dire plus. Il flatte cet électorat, c'est pas pour leur voix. Mais tout ça, c'est des minifrétins. Vous comprenez? Les tentatives de la France de vouloir diversifier ses relations dans toute l'Afrique, ça fait rire. Ce sont les histoires, le cœur de la France en Afrique subsaharienne. Ce sont des histoires. C'est de l'agitation, ce sont des histoires. Les entreprises françaises n'ont pas les capacités de faire de la compétition dans des champs économiques, disons comme ça, où elles n'ont pas de position de monopole, comme en Afrique. En Afrique subsaharienne. Oui. Donc ce sont des histoires. Donc ça pour divertir les gens. En géopolitique, c'est une tactique. Quand vous voulez faire pression sur comment on dit ça,
sur votre champ, parlons comme ça, vous donnez l'impression qu'il n'est pas indispensable à votre suivi. Vous savez un peu, c'est comme chez nous, souvent quand on était plus jeune, on disait, si une femme te dérange, montre-lui une autre femme. C'est une manière de parler. Hein. Non, ouais. Alors que en fait, c'est elle que tu veux, à tout prix. C'est elle que tu veux. Non. Moi, c'est pour distraire les gens. Il y a des sujets de mon point de vue plus sérieux. Je voudrais démontrer au docteur Gouma pourquoi Paul Kagame ne travaille pas pour l'Afrique. Pourtant, ces soldats sont engagés du côté de la République centrafricaine, oui, président Malakani. Oui, mais ce sont des opérations de routine. Ce sont des opérations qui se font dans le cadre des Nations Unies. Et ce n'est pas de la faveur, parce qu'on a fait des missions ici sur les forces de maintien de la paix. Oui. Ça rapporte beaucoup d'argent hein, aux pays qui font ça. Hein. Oui. On a démontré ça ici. Vous ne pouvez pas travailler pour l'Afrique et jouer le rôle que le président Kagame échoue dans les grands lacs. Vous ne pouvez pas. Son rapport à la RDC est inacceptable du point de vue du pan-africanisme. C'est inacceptable ce qu'il est en train de faire. Vous ne pouvez pas travailler pour l'Afrique quand vous êtes un agent de la CIA. Qui peut nier ça? On ne peut pas. Vous croyez qu'on peut conseiller la jeunesse africaine que pour prendre le pouvoir, on peut marcher sur 1,5 million de morts? Même si votre communauté, les Tutsis, en l'occurrence, n'est-ce pas, ont subi des atrocités inacceptables. Alors, je pensais que on ne peut pas dire ça, on ne peut pas enseigner ça à la jeunesse africaine comme étant une voie à suivre. M. Paul Kagame l'a fait en toute connaissance de cause. Vous pouvez bâtir la prospérité de votre pays en pillant le voisin. C'est ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Hein? Et c'était la bataille qu'il y avait entre lui et le président Kabila qui est parti. Des avions rwandais qui atterrissent là-bas, en RDC à l'Est, puis repartent au Rwanda. Ce sont des faits. Ce n'est pas ça travailler pour l'Afrique. Je suis désolé, ce n'est pas ça travailler pour l'Afrique. Le président Kagame ne peut pas laisser dire par Macron que ce sont les Hutus qui sont responsables du génocide, qui sont les génocidaires. Il est là, il ne dit rien. Moi, je vous demande, vous croyez que l'histoire est finie? Aujourd'hui, parlons comme ça. Cette guide de lecture m'énerve parce qu'elle est fausse. Vous savez qu'en réalité, il n'y a pas de Tutsi et de Hutu au Rwanda. C'est une création belge, ça. Ce sont des catégories créées par les Belges pour détruire ce pays et détruire et contrôler cette zone-là. Mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. Mais il faut éviter de plus en plus de le prendre à notre compte ce genre de trucs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les Hutus, ils sont dehors. Mais la manière dont, quand le président Kagame laisse M. Macron désigner une partie de son peuple comme étant responsable du génocide, mais ça arrange quel père? C'est quel père? Les Hutus là, désignés comme tels, se préparent à revenir. Et certainement, ils seront pris en charge de même par les Américains. Dans la pure tradition du crime qui ne s'arrête pas, diviser les Africains, amener une partie contre eux chaque fois. Ils ne s'arrêtent jamais. Non, ça montre que le président Kagame, comment on dit ça, n'est pas sérieux dans son projet. Oui, il y a un bilan économique incontestable au Rwanda. Le nier serait pas... Mais est-ce que c'est parce que forcément, c'est la bonne gouvernance qui fait ça? Quand vous touchez le fond, vous le montez, hein, systématiquement. Et tous les pays africains sont reconnus. Pendant près de 30 ans, ont connu un cycle de croissance ininterrompu. Tous les pays africains. Et moi, je me rappelle le miracle de Fred Boigny. Hein. On enseignait ça à l'école. Que la Côte d'Ivoire était le plus grand miracle africain. On a vu comment cela s'est terminé. Donc, quand les pays occidentaux commencent à classer un pays, dire que les performances, machin et consort, moi, je me méfie. Même si je ne conteste pas le leadership en termes de tenir son pays, mais ça, c'est incontestable. Mais, même si on prend ça, M. Macron qui fait la promotion de la démocratie partout dans le monde, et en Afrique en particulier, qui chasse les dictateurs d'après leur théorie, bon, Kagame est quoi, docteur Douma? D'après la théorie, il est quoi? Il y a la démocratie version occidentale au Rwanda? Non. Mais voilà, vous voyez donc, on est là dans un jeu que nous ne pouvons pas encourager d'une autre. Je vous donne, il y a des éléments ici encore que je vais apporter sur la table pour vous démontrer à quoi ce que Macron est en train de faire là. Ce n'est pas de l'apaisement. C'est de la criminalité. Parce qu'on occulte à dessein la vérité
pour continuer à entretenir la guerre civile au Rwanda, en désignant d'un côté les génocidaires d'un même peuple contre l'autre partie de ce peuple-là. On sait que c'est faux. Je vous donne les éléments. Je vous ai dit que ce rapport-là, ne vaut pas grand-chose. Parce qu'il y a des éléments qu'on a mis de côté. Madame Carla Del Ponte dit en 2000, elle dit ceci: s'il est avéré que c'est le FPR qui a battu l'avion du président Juvenal Habyarimana, toute l'histoire du génocide est à réécrire. Écoutez bien. Écoutez bien. Maintenant, il y a toutes les preuves, il y a tous les éléments pour dire si c'est le FPR qui a battu ou non l'avion du président. La France et tous ces pays-là font l'impasse sur ces éléments-là. C'est acceptable, ça? Non, pas du tout. Je vous dis que tous les éléments sont réunis. Hein. Les éléments sont là, sont réunis. Pour désigner, pour dire la vérité, à savoir qui a battu l'avion. Mais on fait l'impasse dessus, y compris en France. Je vous dis que les militaires français sont arrivés directement quelques minutes quand l'avion a été abattu. Ils étaient sur les lieux. On sait d'où le missile est parti aujourd'hui. On sait d'où le missile est parti. On sait. Mais pourquoi on tait ça? Pourquoi qui couvre ça? Qui couvre l'affaire là? Vous voyez donc, à partir du moment où un travail d'enquête sérieux occulte cette question, il n'est plus crédible. Il n'est plus crédible. Mais elle n'est pas la seule à parler, mon cher ami. Le secrétaire général de l'ONU, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros-Ghali a dit ceci. Et c'est l'une des raisons à l'époque qui ont amené les Américains à s'opposer à son deuxième mandat. Vous le savez à l'époque. Les Américains ont dit s'il est élu, il n'entrera pas aux États-Unis. Ils ont bien dit, s'il est élu secrétaire général de l'ONU, et ça nous montre encore ce que vaut ce machin-là, que s'il est élu, il ne va pas entrer aux États-Unis, puisque le siège est là-bas, à San Francisco. Ils ont dit qu'on va voir là où il va entrer. Et on a écarté ces messieurs de ce poste-là. Il a dit que le génocide rwandais a pour responsable, à 100% Washington. Mais écoutez, c'est pas moi qui le dis. C'est l'ancien secrétaire général de l'ONU. Désolé, il est mort. Boutros-Ghali. Il dit à l'époque que la responsabilité du génocide, c'est-à-dire celui qui est responsable, et il dit bien à 100%, ce sont les États-Unis, c'est Washington. Et il ajoute, aidé par les Anglais. Or, M. Macron vient dire, au Rwanda, comme l'a dit, le criminel revenant toujours sur son lieu de crime. C'est leur tradition, moi ça ne me surprend pas, venant des Illuminati, et surtout de quelqu'un qui a la propriété privée des criminels professionnels. Il vient au Rwanda, il dit ceci, que ce sont les Hutus. Et le peuple, Kagame, président de tous les Rwandais, ne dit rien. Il entérine par là la division historique de son peuple en Hutu et en Tutsi. Ça ne marchera pas. C'est ça que je dis, c'est pas. Faisons attention, ça pourra marcher. Donc, où est que Macron est dans un jeu terrible? C'est un jeu extrêmement diabolique. Mais comme c'est un professionnel du crime, ça se fait dans des... Tout à l'heure, vous avez utilisé un mot que j'ai aimé, une théâtralisation. Ça se fait avec dans une dimension théâtralisée qui va amener les naïfs à ne rien voir, à dire que non, il veut la paix. Hein? Il est même gentil, il veut, mais il est... C'est pas ça qu'il s'agit. Vous avez affaire à un professionnel de crime d'État qui gère ça très bien. Et moi, je suis en train de vous le démontrer. Vous avez une élue américaine, la seule, Cynthia, comment elle s'appelle cette dame-là? Donne les éléments. Cynthia McKinney, qui n'est pas n'importe qui. Hein. Elle était à l'époque l'envoyée spéciale pour l'Afrique du président américain de l'époque, Clinton. Elle a réuni, elle est la seule à avoir fait, elle a réuni, n'est-ce pas, une table ronde au Congrès américain sur l'attentat du 6 avril 1994. Écoutez bien, il y avait les agents du FBI, des éléments de la CIA, les enquêteurs du tribunal pénal international et d'autres témoins. Ces preuves-là, on a remis à au juge Jean-Louis Bruguière. On n'en parle pas. C'est une ligue américaine. À l'époque, elle était envoyée spéciale du président Clinton, M. Clinton, pour l'Afrique. Vous voyez que, quand je suis en train de vous démontrer que faisons attention à cette affaire, il y a des éléments qui pèsent. On occulte tout un pan de l'affaire.
M. Kagame ne peut pas nous dire, ne peut pas se taire sur comment il a préparé son arrivée au pouvoir. Et vous avez, en plus de cette thèse que je vais vous raconter, vous avez, sur la base de tout ceci, vous avez l'assassinat du frère d'armes du président Kagame. Et ancien chef du service de renseignement rwandais Patrick Karadjewa, 31 décembre 2013. Il avait tout ce dossier dans ses mains. C'était la mémoire de ce dossier-là. Il a été assassiné. Par qui? Par qui? Le respect que j'ai pour le président Kagame me fait ne pas aller plus loin. Voilà. Vous avez le témoignage de Kayumba Nyambwaza, ancien chef des forces armées rwandaises, mais aussi des dizaines d'autres personnes issues même du RPR. Et ces thèses disent quoi? Je ne dis pas que les thèses là sont vraies, mais on ne peut pas faire une enquête et laisser ces pistes-là. Parce qu'il y a des éléments probants, il y a des gars ont des éléments qu'on ne peut pas négliger si on veut faire une enquête sérieuse. C'est d'ailleurs pour ça que le président Kagame, un peu conscient de ça lui-même, dit qu'il faut un rapport contradictoire qui va venir du Rwanda. Mais sauf qu'il est président du Rwanda. Il juge est parti. Il est un acteur de la crise. Comment un acteur de la crise peut juger une crise dont il a été acteur? Il y a un problème. Donc, le texte dit ceci. Un, que c'est Kagame, le président Kagame et le RPR qui ont commandité l'attentat du 6 avril 1994 contre l'avion du président Habyarimana. Que l'attaque du 1er octobre 1990 était une invasion, pas une insurrection. Le RPR a attaqué le Rwanda, non pas pour partager le pouvoir, mais le prendre complètement. Vous savez qu'à l'époque, il y avait les accords de paix d'Arusha, qui auraient pu éviter, s'il avait été appliqué à fond, ce génocide-là. Mais pourquoi c'est précisément à ce moment-là qu'il y a eu l'attaque, qu'on a déclenché les attaques du RPR? Parce qu'à l'époque, déjà même, il y avait les attaques du RPR contre le Rwanda, déjà, à partir de l'Ouganda. Alors, moi, je ne prends pas parti. Je ne dis pas que je ne suis pas en train de justifier le cas d'Habyarimana. M. Habyarimana, pour moi, c'est un criminel. Mais on est dans une enquête. Si on veut que la vérité éclate, il ne faut pas, comment on dit ça, écarter, mettre sous le boisseau, occulter d'autres pistes qui sont pourtant chargées d'éléments vrais, des éléments qui sont là. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cette thèse centrale, de cette affaire. Qui a battu l'avion du président? Oh, je répète, toutes les preuves sont là. On sait qui l'a fait. On connaît d'où le missile est parti, mais on a décidé, comme on l'a fait dans le cas des morts de Bouaké, pour accuser le président Gbagbo d'un crime qu'il n'a pas commis. Qu'est-ce qu'on a fait? La France a fait tuer, comme d'habitude, 7 soldats, la mission s'est tête. Vous voyez comment l'enquête vient de se boucler? Vous voyez l'enquête? Mais pourtant, quelqu'un a passé 10 ans en prison pour, entre autres, ce crime-là qu'il n'a pas commis. Après, nous les Africains, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, on veut seulement des excuses. Il faut se manquer. Un pardon le suffirait. Ça fait sourire, mon cher ami. Est-ce que vous savez, quand la France est en train de dire là maintenant qu'elle est coupable mais pas complice, quand c'est pour les Juifs, est-ce qu'on a pensé comme ça pour tous ceux qui ont été condamnés? Et il y en a, on a dit, pour avoir vraiment été même des pots de loi associés, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur n'importe quel plan, tu es un génocidaire. Quand ce sont les Juifs. Et la France est l'un des grands pays qui lutte à fond contre l'antisémitisme, vous le savez. Il suffit de respirer d'une certaine façon devant un juif pour être qualifié d'antisémite. Vous comprenez? Mais quand il fallait traquer les génocidaires, les juifs, de telles nuances n'ont pas été faites. De telles nuances n'ont pas été faites. Vous comprenez? On a assimilé les responsables comme étant des coupables. On a assimilé les complices comme étant des coupables. Mais quand c'est le cas du Rwanda et que c'est la France qui est impliquée, qui est co-génocidaire, je comprends bien que le leadership français, n'est-ce pas, commence à jongler avec les mots pour dire que oui, vraiment, notre responsabilité est très accablante, on le connaît. Sur le plan politique, on est responsable, mais on n'est pas complice. Il faut, comme toujours, que ce soit une affaire d'Africains. Et là, je veux chuter. Le génocide rwandais, on ne peut pas dire par l'africanisme, lis ça comme les Blancs le lisent. Qu'une affaire de Tutsi ou tout c'est faux. Tout ce Boutros Ghali vient de vous dire, je l'ai convoqué, que c'est 100% organisé par les Américains. Mais comme par l'Américain, on parle de qui? Américains. Moi, je précise, je vous dis que ce sont les mêmes gens qui organisaient le génocide contre les Juifs. Mais que personne n'a vu à l'époque. Parce qu'ils ont l'air de se cacher et désigner les boucs émissaires qu'ils mettent devant, n'est-ce pas?
ce sont les mêmes gens qui sont derrière cette affaire, mes chers amis. Ce sont les mêmes gens. Vous n'avez qu'à demander qui était François Mitterrand. À la fin, tu le sais, il travaillait pour qui? Tous les monuments qu'il a fait en France, il y avait quoi derrière? Est-ce par hasard que M. Macron, quand il est élu, veut faire des discours devant ces monuments en faisant des gestes historiques en plein jour? Mais il faut qu'on le prenne pour des idiots. On est devant un grand rituel, un méga rituel mondial, comme d'habitude, pour liquider l'Afrique. Enténébrer le continent, posséder ses fils, de manière qu'ils ne sachent même pas qui ils sont. Et comme d'habitude, on met en avant les Africains. On dit que non, les Africains se sont entretués. Le crime qu'il y a eu au génocide rwandais qu'il y a eu au Rwanda, ce n'est pas le fait des Africains. Oui, ils ont participé, comme d'habitude, en se laissant manipuler. Oui, en prenant en charge, n'est-ce pas, des plans qui voulaient leur perte. Mais les planificateurs, on ne les voit pas. C'est eux que moi, ils sont en train de traquer. Comme hier, on nous a dit que l'esclavage n'est pas... Non, que les Africains... Bon, on n'a pas inventé l'esclavage, hein. Chez eux, il y avait l'esclavage. N'importe quoi. Des gens prennent déjà, ils les parquent dans des bateaux, dans des cales. On met un à un, on classe. C'est-à-dire, on construit les bateaux en connaissance de cause, sachant que ça peut accueillir 1000, 2000, 3000 esclaves, bien comme ça, dressés les uns les autres. On dit que non, c'est pas planifié. Mais on dit que le seul crime planifié au monde, c'est le génocide contre les Juifs. Et du coup, l'esclavage n'est pas un génocide comme les autres. On refuse. On est malheureux qui a dit que non, oui, on reconnaît. C'est un crime contre l'humanité, mais sans coupable. Sans coupable. On ne connaît pas qui a fait ça. Mais on dit que c'est un crime contre l'humanité. Il n'y a pas de coupable. C'est pareil. Et du coup, le seul plus grand crime qu'il y a dans le monde, dans l'histoire, c'est le génocide juif. Alors nous, on est en train de dire que ce génocide qu'il y a eu au Rwanda, de notre point de vue, est plus important. C'est le plus grand génocide. Plus important que le génocide de Juifs. Parce que là, la planification est établie. Je vous ai dit qu'on a tué 5 fois par jour que lors du génocide de Juifs. C'était bien planifié. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des Français qui le disent. Il y a ici un document, un rapport de M. Jacques Morel. Ce n'est pas un Africain noir de peau, ce n'est pas un Rwandais, c'est lui qui le dit. Et il n'est pas le seul. Donc il n'y a pas d'excuse à attendre de la France. Ils doivent réparer les crimes. On a réparé le génocide juif. On a fait payer jusqu'au dernier qui a participé à cette affaire. Nous les Africains, nous réclamons réparation, pas des excuses. On n'est pas là, nous ne sommes pas affamés d'excuses. Nous demandons qu'on nous traite comme on l'a fait pour les autres. Que la vérité soit traitée de même pied comme on l'a fait dans d'autres cas. Et ceux qui croient qu'on perd le temps seront très surpris de voir que les temps arrivent, c'est les plus long. On va imposer ça. Comme aujourd'hui, on est en train d'imposer à la France, n'est-ce pas, des défaites extraordinaires à l'Afrique. Elle qui croyait que c'était impossible hier. Je voulais ajouter de l'eau dans votre moulin. Allons-y rapidement, monsieur. Il y a un leader d'opinion français qui a déclaré sur un plateau de télévision. Là, c'était pour dire il y a quelque chose que vous voulez dire ici. Oui. Il y a un leader d'opinion français qui a déclaré sur un plateau de télévision, sans coup férir, que la France n'a pas à rougir, n'est-ce pas, de la colonisation parce qu'elle-même a été colonisée. Vous savez qui? C'est Moshe Zemmour, alias Éric Zemmour. Moshe Zemmour, alias... Il n'est pas fait de déclaration. C'est pas la première déclaration, mais il faut également rappeler à nos téléspectateurs que l'Allemagne également vient de reconnaître, il faut le dire, le massacre des Herero du côté et des Namassins du côté de la Namibie. On espère tout simplement que la France... C'est l'ère de la reconnaissance. Et oui, apparemment c'est l'ère des reconnaissances. Mais sans réparation, il reconnaît. Et sans réparation. Et des excuses. Et des excuses, oui. Puisque les Africains sont émotifs, les excuses suffiront. Oui, les excuses suffiront. Il reconnaît, mais il n'y a pas de réparation. Docteur Jean-René Doumbouya, pour bon nombre d'Africains, et comment commencer à argumenter d'ailleurs le président Badakani, on n'attend pas des excuses, on veut des réparations. 1 200 000 morts du côté du Rwanda. On ne va pas également laisser faire. Il faudrait que chaque homme qui est mort du côté du Rwanda en 1994, il faut préciser d'ailleurs que du 6 avril 1994 à juillet 1994, 3 mois seulement, 1 200 000 morts sont tombés. 1 200 000 personnes sont tombées. Et là, en ce moment-là, on nous parle d'excuses, alors que bon nombre d'Africains parlent de réparation, comme ce fut le cas pour le génocide, il faut le dire, juif. Il faut même dire que jusqu'au dernier moment, il y a encore quelques années, on délogeait même ceux qui étaient cachés du côté de l'Argentine pour qu'ils paient pour leurs crimes. Les réparations seraient déjà un pas beaucoup plus avancé.
dans la recherche de l'apaisement. En même temps, les réparations pour des crimes de cette envergure ne peuvent jamais effacer ce qui a été fait. C'est tellement grave qu'on ne souhaite plus qu'il y ait ce genre d'événement dans l'humanité. Mais il faut dire que quand on est responsable, la prochaine étape, c'est effectivement d'établir le niveau d'implication et de culpabilité. Qui peut déboucher sur la culpabilité. Oui. Et lorsqu'on est coupable, après le pardon, il faut des réparations dignes, notamment à la hauteur, n'est-ce pas, de la gravité du crime. Un génocide, je ne sais même pas si on peut parler de gravité. Mais c'est pour dire que, Steve, nous devons davantage réclamer, demander que les réparations soient faites. Parce que comme l'Africain est très humaniste, oui. Et que cette élite, entre guillemets, sait que l'Africain est humaniste, parfois c'est sur cette fibre humaniste-là que cette élite joue pour pouvoir continuer à nous manipuler. Le président... Moi, je poserai la question à vous, docteur Jean Redebois. Pourquoi maintenant? C'est une question opportune. Pourquoi maintenant? Je crois que Trois a relevé le fait que c'est déjà... Pourquoi maintenant? Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Alors, pourquoi maintenant? 27 ans après? Pourquoi maintenant? Je vais revenir sur 2-3 choses qui ont été relevées pour que nos téléspectateurs reçoivent la réponse à votre question. Pourquoi maintenant? Premièrement, il est clair que la France est en train de perdre son influence sur beaucoup de pays en Afrique. Oui. C'est clair, c'est établi. Pourquoi maintenant? Parce que bientôt, il y a une élection présidentielle en France. Oui. Et que le président Macron pourrait être candidat à cette élection-là. Pourrait. Et donc, il prépare déjà, évidemment, les conditions pour pouvoir être candidat à sa propre succession. Et donc, l'Afrique, dans ce schéma-là, joue un rôle capital parce que la politique de la France pour l'Afrique a toujours connu des moments difficiles parce que l'Afrique n'a jamais été contente des rapports qu'elle a eus avec la France et les choses ayant évolué avec l'apparition notamment du panafricanisme, le président Macron se trouve obligé de pouvoir prendre en compte tous ces changements environnementaux et des changements suffisamment profonds, bouleversants, disruptifs. Parce que le président Bana dit souvent, c'est comme s'ils ne nous écoutent pas. Mais même s'ils écoutent, ils ne sont pas prêts à échanger argument contre argument pour pouvoir trouver des solutions que nous voulons. Donc lui, il parle même d'incapacité parce qu'ils veulent toujours imposer. Donc, le temps est venu pour que le président Macron démontre à ses employeurs ou à son employeur, les 13 familles, qu'il est à la hauteur de la mission, n'est-ce pas, qui lui a été confiée vis-à-vis de l'Afrique. Même si on note des échecs de sa part? On note des échecs. De cuisants échecs? On note de cuisants échecs, oui. Mais il continue d'espérer pouvoir engranger quelques performances pour le temps qui lui est encore imparti. Il l'espère. Mais comme les faits qui sont répétés souvent et les résultats qui ont été souvent obtenus vis-à-vis des promesses qu'il fait pour l'Afrique et des actes qui suivent après, parce que généralement c'est le contraire. Il y a le discours qu'il tient, et alors qu'en réalité les actes qui sont posés sont contre ce qui est dit dans le discours. Donc il espère que en tenant ce discours-là, qui donne l'impression qu'il est en train de rechercher un certain apaisement, une certaine amélioration des relations avec le continent africain, qu'il va regagner la sympathie, ne serait-ce que des Africains français ou des Africains occidentaux, pour pouvoir... On a plutôt l'impression qu'au fur et à mesure qu'il fait ce genre de discours, finalement, il s'enfonce
Oui, monsieur Steve, mais vous savez, lorsque vous êtes aux abois, il y a des actes que vous posez dans la précipitation, même si vous pensez que vous avez suffisamment mûri la réflexion. Et donc les actes comme ça que vous posez dans la précipitation, lorsqu'ils sont au grand public et qu'on les analyse en profondeur, vous vous rendez bien compte que lui n'a pas eu le temps de réfléchir sur tous ces aspects-là que nous décryptons sur les plateaux de télévision, etc. Donc ça fait en sorte que quelquefois il s'enfonce davantage, parce que ce dossier sur le génocide rwandais, je vais dire, n'est qu'à ses débuts en termes de solutionnement. Ce n'est qu'un début. Pourtant, il y a quelques mois, justement, nous avons parlé de ce rapport français qui est sorti, dans lequel on déclarait justement que la France est responsable, mais pas coupable. Aujourd'hui, il y a un mot qui a été ajouté, responsable, mais pas complice. Oui. Donc, finalement, on se trouve dans une évolution du même langage, une escroquerie intellectuelle. Oui, c'est une escroquerie intellectuelle parce que nous pouvons identifier, détecter l'escroquerie intellectuelle. Mais l'opinion publique ne voit pas que c'est une escroquerie intellectuelle et a l'impression que les choses avancent. Pourtant, elles n'avancent pas, elles s'empirent. Parce que le président Manakani a suffisamment donné des éléments, des faits qui montrent que c'est un jeu extrêmement dangereux qui est en train de se jouer et que qu'on ne soit pas surpris qu'il y ait des événements malheureux alors qu'on voudrait qu'il y ait plutôt des événements heureux dans des mois à venir. Oui. Ça, c'est très important de le dire. Donc, pourquoi maintenant? Parce que le président Macron est dans une situation politiquement incorrecte, décadente, politiquement incorrecte, et qu'il veut tout faire pour reprendre éventuellement la main et redorer un peu son blason aux yeux de ses employeurs. Aux yeux de ses employeurs. Albert Anatola, ici, je vais me tourner vers vous. On connaît, il y a des coupables, ils sont là, ils sont encore en vie, mais pendant ce temps, quand même, vous qui aimez tellement, il faut le dire, les faits, les coupables sont là. Et du côté du Rwanda également, il y a les coupables. Beaucoup, bon nombre d'ailleurs d'Africains et surtout de Rwandais, disent haut et fort que Paul Kagame fait partie justement de ces coupables. Mais comme il est président de la République... Disons qu'en matière de droit, il y a une présomption de... Présomption d'innocence. Mais il y a également la présomption de culpabilité. Oui, ça existe, mais sauf que nous sommes des journalistes, nous ne sommes pas les procureurs, nous ne sommes pas les procureurs de la République, nous ne sommes pas les juges. Donc il y a des éléments, il y a un faisceau d'éléments. Oui. Il y a un faisceau d'éléments qui établit de manière formelle qu'il y a des auteurs, qu'il y a des co-auteurs, qu'il y a des commanditaires, les planificateurs de cette affaire-là. Ici, il y a un faisceau, nous avons un faisceau d'éléments. Mais sauf que nous sommes tout à l'heure, lorsque j'appelle Macron le l'enchanteur, vous comprenez aisément que là nous sommes dans... Il a justement la peau de perlimpinpin. Oui, parce que là il faut... J'insiste là-dessus au moins, oui, vous le savez. C'est toujours lui qui le dit d'ailleurs. J'ajoute donc aussi l'enchanteur. Oui. C'est-à-dire, nous sommes dans l'illusionnisme. Vous constatez que c'est un personnage contradictoire dans ses propos comme dans sa posture. Oui. C'est-à-dire, d'un côté... Vous avez des éléments de langage qui vous confortent à l'idée que finalement il est devenu lucide. Quelque temps plus tard, vous vous retrouvez en train de vous dédire vous-même. C'est-à-dire, il reconnaît au départ que, écoutez, l'armée française n'a aucune responsabilité, je parle de l'opération turquoise, oui, n'a aucune responsabilité, ils n'ont rien à voir de ce côté-là, y compris le haut commandement de cette opération à l'époque. De l'autre côté, vous avez certains acteurs, n'est-ce pas, au sein de cette armée, oui, qui reconnaissent que non. On aurait pu faire quelque chose, mais on ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'ils avaient des éléments. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ce qu'ils devaient faire. On avait les génocidaires entre les mains, mais on ne les a pas arrêtés. Pourquoi est-ce que... On les a plutôt protégés. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce que vous avez des contradictions entre les acteurs sur le terrain et les éléments de langage des politiques, c'est-à-dire M. Macron. Les militaires vous disent qu'on aurait pu faire quelque chose. Donc, ce n'est pas tous certains militaires. On aurait pu faire quelque chose, mais il ne l'a pas fait. De l'autre côté, les politiques, M. Macron vous dit non, on était à parti. Non, il n'était pas encore parti. La même France n'était pas encore partie. Oui. Et puis, il a fallu combien d'années plus tard pour reconnaître qu'il y a eu génocide au Rwanda? Plusieurs années. C'est-à-dire, je parle d'abord de Paris et ensuite l'ONU. Il y a eu au moins 2 ans plus tard qui sont écoulés pour qu'on reconnaisse qu'il y a eu génocide au Rwanda. Ça, il faut le dire. Il faut le préciser. Donc, je pense à ce qui revient donc à dire que
lorsqu'il s'agit de nos faits, de nos événements, de nos malheurs, c'est nous qui devons prendre l'entière responsabilité parce que c'est nous les victimes. Malheureusement, nous nous mettons toujours dans la posture d'acteurs, d'observateurs, de spectateurs de nos propres malheurs. La preuve, c'est que dans un cas aussi compliqué, j'allais dire, aussi scandaleux que le génocide rwandais dont nous parlons, les Africains, et notamment les Rwandais, les politiques rwandais, les universités, les intellectuels rwandais ont attendu que ce soit Paris qui décide par Macron de déclassifier les archives du génocide rwandais, de créer une commission là-dessus pour en faire un rapport qui est tout sauf un rapport, qui n'a aucune obligation ni historique, ni politique, encore moins ni humaniste de pouvoir dire la vérité. Et ça pose donc un problème au niveau même de la responsabilité de notre élite. Nous attendons, ça a été annoncé, j'allais dire, le rapport contradictoire du Rwanda. On l'attend toujours. Peut-être la commission n'a même pas encore été créée, mise en place, parce que si ça avait été le cas, nous serions les premiers à être informés. Ce n'est pas encore le cas. Ça arrive dans les effets d'annonce pour l'instant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, et pour revenir justement à votre question, c'est quoi? C'est que nous demandons quelque chose assez précis, n'est-ce pas, à Paris, à M. Macron, personnellement d'ailleurs. Nous ne sommes pas dans les adjuvants. Ce n'est pas ce que les Africains demandent. Nous ne sommes pas dans les alternatives. Nous demandons une rupture tout simplement, afin de redéfinir éventuellement les contours de ce fameux partenariat qu'il évoque. Parce qu'il faut d'abord faire le point de la présence française sur le continent africain. Pourquoi s'entête-t-il de faire tout le contraire de ce qui lui est demandé, de ce qui est voulu par les peuples africains? Puisque je crois savoir que lui, en tant que président français et des Français, même s'il ne va pas toujours dans le sens de la volonté du peuple français, mais quelquefois il a quand même l'obligation d'écouter la voix du peuple français, de ses desiderata, de ses problèmes, de ses discours. Mais sur le continent africain, c'est tout le contraire. Le peuple africain est souverain. De ce point de vue, il me semble que, au lieu de faire des contorsions qu'il a dit de faire, multiplier les balais diplomatiques sur le continent africain, je pense qu'il a, de ce point de vue, il est très mal conseillé par les Africains qui sont autour de sa table, parce que ces Africains sont très très éloignés de nos réalités. Ils sont très éloignés de l'Afrique. C'est important de le préciser également. Parce que ces gens-là, ils sont déculturés, déracinés de notre substrat, des problèmes des Africains, parce que les problèmes des pays africains ne se ressemblent pas, ils sont spécifiques et diversifiés. Donc je crois aujourd'hui que, en réalité, M. Macron vient au secours des multinationales françaises. Parce qu'il sait également que, à côté de l'aspect politique, c'est-à-dire qu'il prépare la prochaine élection présidentielle, parce qu'il sait également que la diaspora africaine en France, d'origine africaine, j'allais dire, va basculer certainement vers l'extrême droite. Donc, il est question aujourd'hui de pouvoir peut-être leur couper de l'herbe sur le pied, mais à mon sens, c'est trop tard, mais à l'autre très tard. Merci à vous Albert Anatola ici. Je vais commencer à lire les messages de nos téléspectateurs. Ils sont d'ailleurs très nombreux ce matin. Bonjour Steve, hier matin, j'avais peur. Je pensais que c'était une armée qui vous a envahi en stoppant de force l'émission. Nous sommes au rendez-vous depuis le Togo. C'est Djibril qui nous écrit ce matin. Bonjour le plateau panafricain. Dieu est avec nous en Afrique. Votre mission porte des fruits et nous sommes les disciples qui doivent propager la vérité sur le continent africain. Voici la définition de Macron. M, misère. A, antique. C, créer pour ronger, O, opprimer les Noirs. Voilà ce que signifie Macron, selon Djibril du côté du Togo. C'est Abouga, il le dit, mais bon.
On vous a compris, Djibril, ce matin. Je commence par les derniers messages, hein, messieurs, avant de monter. Ouh, on va avoir de gros problèmes ce matin avec les messages. Bonjour Steve, le thème d'aujourd'hui est particulièrement bien choisi, car M. Macron, président français, juge les propres crimes des Français. Pourquoi la Cour pénale internationale n'a jamais condamné un seul Français concernant ce crime? Le président français déclare qu'aucune armée française n'a tué un Rwandais, mais ces rebelles en 1993 auraient eu toutes ces armes. D'accord. Mes salutations particulières à vous, panélistes, surtout magnificime. Voilà, magnificime président Badakani, au propriétaire de tous les dossiers, Triple et Armand qui nous écrit depuis Douala ce matin. Bonjour Steve et le panel, moi je pense qu'il fallait Jean-Paul Bellec pour décrire ce caractère non mathématique de Macron, rempli de contradictions. Waouh, le père, si quand tu ne peux pas, tu laisses. Bonne journée, c'est Emmanuel qui nous écrit depuis Bonabéry ce matin. Bonjour Steve, bonjour le panel. La France, redoutant de perdre son précaré, veut s'allier au Rwanda pour perpétuer ses coups bas en Afrique. Bon début de week-end à vous, en espérant que tu lises mon message. Steve, c'est Ngokwe qui a écrit. J'ai lu votre message, monsieur Ngokwe. Alors ne vous inquiétez surtout pas, en espérant que je lise votre message. Il n'y a pas de censure, je lis tous les messages. Nos dirigeants africains doivent simplement comprendre que dans un monde capitaliste, l'aide n'est pas gratuite. L'Occident ne nous aime pas. Cette personne n'a pas laissé son nom. On prend également un autre message. Bonjour DBS, lors du génocide du Rwanda, je me rappelle qu'une journaliste belge affirmait, d'après un rapport, que l'avion présidentiel avait été abattu par les soldats français. Steve, où est passée la boîte noire de l'avion? C'est la grande interrogation, messieurs. Belle interrogation et belle question d'ailleurs. Bonjour à tout le panel, je m'excuse de mon absence à cause du jeûne du mois de Ramadan. Merci pour vos efforts à l'endroit de la conscience africaine. Seulement mes frères ignoraient souvent la France, car aujourd'hui, les forces nouvelles africaines et internationales, le Nigeria, l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, la Turquie, voilà la nouvelle géopolitique. La France est désormais admise aux archives. Merci et je signe mon retour au Mans Bigna à Newton, aéroport, qui nous a écrit ce matin. On vous a compris. Bonjour le plateau de DBS. Ce matin, courage à vos invités. Ce Mitterrand est venu au Cameroun en 1971 ouvrir la page du génocide, soi-disant apporter des soutiens aux UPCistes et repoussés à l'aéroport par leur ami Aïdjo. La France est responsable et coupable du génocide rwandais. Il se moque de nous. Il vient voir Paul Kagame pour activer un autre génocide rwandais et centrafricain que les Africains n'acceptent pas. Je vais exhorter le président Badakani de mettre en place un forum d'échange entre nous, des comités de réflexion interpays pour asseoir nos idées, pour accroître et interpeller les Africains. Le génocide rwandais n'est pas fini. Le pays est un pays qui pourra exploser après Kagame. Stéphane Fouegap qui nous écrit également ici même à Douala. On prend un autre message. Bonjour la matinale, bonjour aux panélistes. Juste pour vous dire merci pour l'éveil matinal malgré les coupures causées par la vérité. Que vous ne cessez de nous distiller. Beaucoup de courage et que Dieu veille sur vous. C'est Brian qui nous écrit depuis Ngodi à quoi. Merci président Badakani et le plateau pour la force de la documentation. Vrai, ce qui manque vraiment aux pseudo intellectuels. Merci encore de l'éveil panafricaine. Le câble a encore été coupé en Ngodi à quoi? À cause de la vérité. Longue vie à l'émission et que Dieu, le vrai Dieu, veille sur vous et vos familles. Brian de Ngodi à quoi? Merci également à vous de nous dire qu'on a coupé le câble là-bas à cause de la vérité. Ça a toujours été comme ça. Bonjour à tous, merci au travail que vous effectuez pour notre peuple. À mes yeux, vous êtes nos Jedi, avec pour sabre laser la parole. Honnêtement, hier, j'ai été surpris au regard du contexte malien et centrafricain. Un grand big up à mon maître Jedi, le président Badakani. J'aimerais savoir si c'est possible de la part de nos panélistes de nous faire au moins une fois dans le mois une proposition de lecture dans le but d'éveiller davantage ceux qui le souhaitent. Bien sûr, les consciences. C'est Romano qui nous écrit depuis Paris ce matin. Donc, Albert Anatola ici, les gens veulent déjà lire. Puisqu'on a mis sur la table la lecture, ils sont nombreux déjà qui veulent lire et ils veulent de temps en temps, au moins une fois par mois, une proposition de lecture. Le Mali se trouve en situation et Macron, qui est pourtant si enthousiaste, n'ose pas y mettre les pieds et n'envoie que des ménaques. On comprend aisément ce qui anime le bonhomme. Nouer les relations floues avec ce qu'ils appellent ancienne colonie. Adawana et Mana à Yaoundé qui nous a également écrit ce matin. Je salue le plateau, je salue également
tous les observateurs de DBS ce matin, donc, savoir que M. Macron est un franco-africain. Après tout, il serait le président du Togo, car le Togo était le grand problème de notre Afrique, maintenant tourné vers le Ghana, avec le phosphate, les calcaires, le l'or du Ghana, par le président ghanéen, tué seulement leur propre. C'est pas ce qu'il voulait dire, à cause de la galamnèse, du manganèse, je pense que c'est ça, signé par François Félix depuis Accra au Ghana. Je suis d'accord avec le président Bandakani. Je salue le président et surtout François Félix depuis Accra au Ghana ce matin. Merci à vous également qui nous regardez du côté du Ghana tous les matins. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à nous écrire du Ghana. Bonjour Monsieur Ngossi, à tous vos panélistes. J'aime plutôt une autre lecture concernant votre thématique de ce matin. En effet, il apparaît à mon avis que Macron aurait perdu le contrôle sur certains dossiers ultra importants pour la survie des groupuscules financiers dont il reçoit les ordres. Comment expliquer que son pays soit aux abois? Par exemple, les Français se plaignent qu'après le déconfinement annoncé, les familles mangent sur des terrasses de restaurants entourées de militaires très lourdement armés juste pour les mesures Covid. Des militaires ont lancé des lacrymogènes sur de jeunes à Rennes alors que ceux-ci fêtaient le déconfinement. Bref, Steve, si un président agit ainsi, cela veut dire que ces dossiers africains sont nettement plus importants que son propre pays. Aux Français de rappeler leur président de rentrer travailler pour eux. Ils l'ont élu. Pour ça, c'est Moto qui nous écrit depuis la Suisse. Ah oui, hein. Continuons les messages. Bonjour, juste pour rappeler que le Rwanda va subir le même sort qu'a subi actuellement la Côte d'Ivoire dans les années à venir. En effet, des décennies durant, Houphouët, président de Côte d'Ivoire, était le pôle criminel à travers lequel l'Occident tuait les Africains dans les différentes régions d'Afrique. Aujourd'hui, c'est à travers Paul Kagame que la région des Grands Lacs vit les moments sombres de son histoire avec des milliers de morts et de désastres. Son pays sera rattrapé par l'histoire et les Rwandais n'auront que leurs yeux pour pleurer parce que l'histoire des hommes a une mémoire historique. Merci également à vous qui n'avez pas laissé le nom ce matin. Bonjour Steve Macron. Bon, je ne sais pas s'il faut que je dise ça, je ne vais pas lire ça. À la RDC puis à son ennemi sur le continent, le Rwanda signifie tout simplement qu'il veut remplacer la perte de la Centrafrique par la RDC en termes de ressources et maintenir une pression sur Tshisekedi ou le peuple congolais par la base militaire mais aussi le Rwanda. Merci de me rajouter au groupe WhatsApp de DBS. C'est Admira qui nous écrit depuis la France. Vous avez censuré. Je ne l'ai pas censuré. Si je le dis, eh bien le CNC dira que je l'ai dit. Alors il faut esquiver les problèmes quand même. Bonjour le plateau, c'est Djibril du Bénin, juste pour rappeler à l'invité de la gauche à l'écran que le Rwanda est un pays champion de maquillage, des chiffres de croissance économique et Kagame n'est pas un modèle à suivre. Merci et bonne journée à vous. C'est Djibril qui nous écrit depuis le Bénin. Merci à vous Djibril. Bonjour Monsieur Ngos ainsi que les panélistes. Si Emmanuel Macron, il y a deux causes. Bon, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. La première, la France a perdu l'Afrique centrale. Eh bien, il veut reprendre l'Afrique. Et le président rwandais est un traître. Il faut que le président de la République centrafricaine se méfie de Kagame. Un exemple, pendant la guerre de Côte d'Ivoire, le Burkina était premier pays producteur de cacao. Ce monsieur Kagame joue, il faut le dire, un double jeu. C'est Eboa Karl qui nous écrit depuis le Burkina Faso ce matin. Bonjour Steve et ton panel, ils ont coupé l'émission ici à Bonabéry. Ça veut dire que le combat est gagné. Vive le panafricanisme. Merci. À vous également. On vous comprend. Bonjour DBS, moi c'est Abaïcho depuis Marois. Je vous souhaite bon vendredi. J'adore votre tenue du vendredi. Merci. J'apprécie mon président Bandakani, le panafricain. Je pose la question à Bandakani. J'aimerais savoir quelles sont les solutions à appliquer pour empêcher Macron de ne pas se mêler des problèmes des Africains. Merci à vous, hein, Abaïcho depuis Marois ce matin. Bonjour les panélistes, les Africains ne vont pas à bout de toute décision. Celle qui a accepté d'être présidente de la francophonie et Paul Kagame sont obligés de faire plaisir à la France qui porte toute la responsabilité de ce génocide. Attention, lorsque la France cherche à se réconcilier, il y a assassinat ou guerre. Alors, suivez mon regard pour la Libye. C'est Enal qui nous écrit depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce matin. Bonjour la matinale d'IBS TV à toute son équipe technique. Très belle thématique Monsieur Ngos et soyez fortifiés dans tout ce que vous faites. Merci pour l'éveil africain. Le diable n'a pas honte. Il revient toujours sur son lieu du crime. Je salue votre panel et personnellement le président Bandakani. Courage à vous, épouse Ngese.
Voilà, c'est elle qui a écrit. Ici, Madola. Oui, c'est mon ami, mais c'est votre ami également. On commence également. J'espère qu'elle nous regarde. Hein. Oh, il y a quelqu'un qui nous a également écrit. Merci. On prend un autre. Bonjour à vous sur le panel et à Monsieur Steve Ngos. L'histoire du génocide du Rwanda est l'une des plus grosses mascarades de l'histoire de l'Afrique. L'application de la politique du diviser pour mieux régner a été appliquée. Il est toujours appliqué par la France, pays dépendant de l'Afrique. Les Africains doivent se mettre debout et chasser la France à tout prix car ce pays est un cancer qui tue l'Afrique. Merci le président Banakani, monsieur Anatole Aïssi, monsieur Dr Douma pour vos brillantes interventions. Bon début de week-end à tous. Edgar Kenfak qui nous écrit depuis Bonabéry. J'espère que le calme est revenu à Bonabéry. Hein. Je pensais à un moment donné qu'avec tous les chassements de la France sur le continent africain, elle aurait eu même un tout petit soupçon d'orgueil, de fierté et aurait plié bagage. C'est une honte pour la France, mais cette France est sans gêne. Elle n'a aucune fierté, aucune dignité. Merci à vous également qui n'avez pas laissé le nom ce matin. Bonjour les panafricanistes, président Badakani, je ne sais que dire pour votre sécurité, je suis inquiète. Au Cameroun, la France a tué 3000 personnes, c'est un génocide. Émission cas par cas, l'Afrique s'éveillera. Je suis Belay depuis le Togo. On parle même de 55 000, pas de 3000 d'ailleurs. C'est plus, c'est 400 000 en montant. En montant, voilà. Bon, voilà quelqu'un qui nous envoie les photos, hein. Il faut préciser, s'il vous plaît, attention aux fautes d'orthographe. Oui, on l'a rectifié, campagne à la place, oui, on l'a rectifié. C'est Lise qui nous a écrit. Bonjour Steve et son panel, notamment un bonjour. Français. Voilà, et puis nous ne sommes pas de français. Bon. Et son panel, notamment un bonjour positif à ABK. Vous avez vu, je vous ai dit qu'on vous appelle désormais ABK. ABK. C'est vous qui avez fait ça? Non, non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est eux qui disent ça. ABK, André Bandakani. À Dr Douma et Albert Anatola ici, le propriétaire de tous les dossiers. Il faut aussi, Oui, bon, apparemment, bientôt il va le voir. C'est 3 ans. Vous, c'est ABK. Bientôt, on trouvera un truc pour lui. Steve. Ça marche, c'est pas moi qui fais, hein. C'est eux qui le disent d'ailleurs. Steve, je me rappelle un jour sur Afrique. Non. Docteur Claude, historien camerounais, disait que le salut pour l'Afrique viendrait de l'Afrique centrale et précisément du Cameroun. Donc courage, les derniers seront les premiers. C'est Sabam Malik depuis le Bénin qui nous a également écrit ce matin. D'autres messages rapidement, messieurs. On va y aller rapidement parce que le temps nous est imparti, plus que quelques minutes pour sortir. La France transforme sa présence en Afrique aux arguments du panafricanisme. Elle répond, si vous n'êtes pas satisfait de l'écho ou des soi-disant restitutions des œuvres d'art, à savoir une épée au Sénégal, sachez que on ne peut rien attendre de plus, car la France estime que c'est ça la solution de nos attentes. Le combat contre la France doit donc s'accentuer. Macron redéploie la présence française en Afrique et veut redynamiser son rôle de gendarme de l'Afrique au service des mondialistes. Pour y arriver, elle fait un deal avec le serviteur local du mondialisme, car Kagame l'avait mis sur la touche au profit de Londres, Washington. Tout ceci est indissociable du deal militaire entre la France et la République démocratique du Congo. Voilà, il s'agit pour Macron de remplacer la prédation américaine par la prédation française dans le cadre du mondialisme. La réussite du Rwanda et la promotion de son régime visent à occulter le rôle de traître de ce dernier. Hier, c'est l'Afrique qui a perdu des victimes du génocide au Rwanda et en RD Congo mérite mieux et les Africains en général ont depuis longtemps trop souffert pour que l'on fasse de leur souffrance des arrangements politiques. Les Africains doivent voter pour le rassemblement national. La France aux Français, l'Afrique aux Africains, oui à la re-émigration dans les deux sens. Merci à cette personne qui n'a pas laissé son nom et qui nous écrit à le plus 32. Je vais lire un dernier message parce qu'il y en a tellement. Bonjour Steve, il faut souvent nous faire suivre les liens des documents. Jean-Claude Adouala. Les liens des documents, eh bien vous imaginez le faire, je ne vous connais même pas, je vais vous faire suivre les liens des documents. Je salue le plateau, je salue tous les auditeurs. Je pense que M. Macron ne fait que la campagne des politiciens. C'est signé Balo-Bari depuis Conakry, c'est Guinée-Conakry. Merci à vous. Bonjour à tout le panel et merci pour l'éveil. Merci également à la dame qui nous a également écrit ce matin. Bonjour DBS, vous devrez toujours lancer les annonces pour éduquer les Africains afin qu'ils sachent que l'homme rose est pire espèce au monde. Merci. Il n'y a pas d'appel aujourd'hui, je l'ai insisté, j'insiste toujours, il n'y a pas d'appel. Les jours, il faut le dire comme ça, de lundi au vendredi, les appels, c'est dimanche dans le cadre de Feu Vert. Messieurs, on va mettre la clé sur le paillasson ce matin pour cette autre édition de DBS Matin. Docteur Jean-René Dubin, merci d'avoir été là. Merci M. Steve pour l'invitation. Au service de l'Afrique. Au service de l'Afrique. Vous avez raccroché avec la crèche ce matin et vous avez fermé les amphis, mais bon,
Vous allez rentrer dans un instant. Tout à fait. On va souhaiter bon vent à vos étudiants. Merci beaucoup. Il faut le dire, hein, ils ont de la chance de vous avoir. Merci, merci. Président Banakali, merci d'avoir été là ce matin. Deux choses avant de terminer. Oui. Il y a d'abord, vous avez demandé pourquoi maintenant. Oui. À la suite de tout ce que Dr Douma et 3 ans ont dit, le fantôme de Washington, là, il y a un projet des démocrates américains, ils disent qu'ils veulent indemniser les descendants d'esclaves. Ceux qui ont travaillé dans les plantations. Dans les Noirs américains. Bon, Joe Biden qui le dit, c'est un raciste. Il a fait des propos racistes plusieurs fois, le document existe. Donc pour vous dire quoi? Et il y a un discours de Macron dans une réunion qui n'est pas publique. Eux, il le dit. Ils disent que, parce que ces gens, je vous dis, vous avez affaire à des sorciers. Ils sont des sorciers. Ils font la magie noire, ils sont des sorciers. C'est-à-dire qu'il dit que c'est la saison de l'Afrique. Ils savent que le cycle aujourd'hui de l'histoire, c'est le retour en force des Africains de l'Afrique. Ils veulent anticiper. On va flatter les Noirs. On va nous flatter les campagnes. Vous n'avez pas vu le Black Lives Matter? Oui. Joe Biden se met à genoux devant Organisé par les homosexuels eux-mêmes. Alors Joe Biden se met à genoux devant les Noirs, mais c'est la catastrophe. C'est comme si Satan se mettait à genoux devant vous. Fuyez! Donc, ouais, Joe Biden, tout ça, ça veut dire qu'il y a cette dynamique-là qui vise à anticiper sur le retour de l'Afrique, n'est-ce pas, dans sa vraie place dans l'histoire de l'humanité. On va anticiper en nous flattant. C'est comme ça que les mondialistes fonctionnent, mon cher gosse. Ils font le tour. Donc il faut qu'on soit extrêmement vigilant. En plus, ce qui a été dit brillamment par ceux qui m'ont précédé sur la question. Il y a l'enjeu du pardon. Il n'y a pas de vrai pardon si vous ne réparez pas ce que vous avez fait. C'est celui qui a la victime qui peut décider, bon écoute, par grandeur, j'ai compris, je laisse. Mais quand on demande pardon, si je prends votre bien, monsieur Gosse, je ne vais pas vous dire que pardon. Si on vous dit pardon sans remettre, ce n'est pas un pardon. Donc nous, on n'est pas là, je répète, on ne commande pas les excuses. On va imposer ça. Nous allons imposer ça. Que les globalistes se consolent, qu'ils arrêtent de rêver là. Ils vont répondre de leurs crimes. Et ils vont payer. Par exemple, dans un monde juste, on annule la dette, par exemple. Il faut annuler ça. Cette dette est fausse, elle n'est pas fondée, c'est du crime, c'est du vol. Par exemple, si les gens veulent parler avec nous, puisque les banquiers là sont les gens qui ont vendu les esclaves en Afrique, sont les gens qui ont tué les Africains. Les 13 familles là sont des gens qui ont le sang africain sur les mains. Ils se sont enrichis par le sang des Africains, n'est-ce pas? Mais il suffit d'annuler la dette. On annule totalement. Merci. Ça serait au moins un début de réparation. Merci beaucoup, Président Banakali. On sait que celui qui est responsable est forcément coupable. Bref, après 27 ans de relations froides entre Paris et Kigali, les mots d'Emmanuel Macron ont été salués par le président rwandais, Paul Kagame, comme ayant un peu plus de valeur que des excuses. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.